Bon, bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Patrick Dumens. Je suis guide, moniteur guide professionnel et ça fait plus de 30 ans. Donc j'ai bourlingué dans le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui le thème c'est la pêche à l'étranger. Donc j'arrive de Lourdes, sans siège. Et je peux vous dire j'ai mis 14 heures pour venir en bus, pas de train, c'était compliqué. Bon, je suis ravi d'être là, c'est pas une contrainte, au contraire, je suis vraiment très content. À partir de là, je vais vous. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer. Alors, moi, je travaille dans 3 pays principaux aujourd'hui que j'ai gardés dans mes séjours. C'est l'Irlande, c'est l'Espagne et le Brésil. Avant, je travaillais en Écosse, au Pays de Galles et en Angleterre. D'accord? Donc, on va voir par pays ce qui s'y passe, la réglementation, etc. Par contre, je vais vous demander, parce que je ne suis pas un très bon orateur, je suis meilleur sur l'eau ou au bord de l'eau, d'accord, je suis plus à l'aise. Donc je vais vous demander de me poser des questions, même sur le métier de guide, si tu es intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que chaque année je reçois des stagiaires entre 2 et 4, et n'hésitez pas à me poser des questions sur la réglementation, le coût, si à la rigueur, si vous voulez savoir ce que ça coûte, et puis voilà. D'accord, mais je veux que ce soit un partage, pas que moi qui parle, déjà je suis enrhumé. Donc si, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, je suis quelqu'un de très simple. Je connais bien, même très bien, même si je ne connais pas tout. Parce que l'Irlande, on ne peut pas tout connaître, l'Espagne, on ne peut pas tout connaître, et le Brésil, je ne vous en parle pas. D'accord? Donc on va commencer par le pays qui est le plus proche de chez moi, puisque j'habite à Lourdes, c'est l'Espagne. Alors je vais cliquer dessus. J'ai des gros doigts, donc tu seras plus à l'aise que moi. Il y en a qui ont déjà pêché en Espagne. De quel côté? En Extremadure. Oui, en Extremadure, si. Alors j'ai guidé pendant 2 ans là-bas. Ça commence à saturer un petit peu. Par contre, allez-y, c'est extraordinaire. Tout ce qui est brochet, cendre, tout ce qui est comiso, barbo comiso. Pour une petite anecdote, j'ai un monsieur qui est venu il y a 2 ans avec moi en Extremadure sur Garcia Sola. Premier lancé, 97 cm. Il n'avait jamais pris un brochet de sa vie. Et la petite anecdote, c'est qu'il était tellement ému qu'au deuxième lancer, il est tombé à l'eau. Il a lancé son leurre et dans l'émotion, incroyable. Et j'ai pu l'attraper par le dos et le remonter sur le bateau. Donc voilà, c'est incroyable. Alors, si vous avez l'occasion, j'y travaille plus parce qu'il y a d'autres personnes qui y travaillent. Donc j'ai souhaité garder la pêche du centre Mequinenza. Ça, beaucoup de gens connaissent. Il y en a qui y sont déjà allés. Donc je vais en parler. Et je suis moniteur de pêche à la mouche. Ça, c'est ma spécialité avec la pêche des leurres. D'accord. Donc, tu cliques sur la pêche du centre. Ah, ça, c'est moi qui ai enlevé les cheveux. Voilà. Donc, ça, c'est Mickey. Donc, il y a une vidéo. Alors, il faut savoir que sur cette vidéo-là, vous remarquez un vif. Depuis plusieurs années, on n'a plus le droit de pêcher au vif. On peut pêcher qu'au leurre souple. Ou leur dur. D'accord? Donc fini le poisson, mais je peux vous dire qu'on en prend autant au leurre souple qu'avec des vifs. Hein. Sachant que, pareil, petite anecdote, sur 3 jours d'une dizaine d'années, quand on pouvait pêcher au vif, c'est-à-dire au Montmagny, à la tirette, on pouvait faire à 3 pêcheurs, sur 2 jours et demi de pêche, 200 à 300 centres. Un truc de fou. D'accord? Alors aujourd'hui, comme on a un peu baissé, on fait en moyenne entre 30 et 80 cents par jour, à 2-3 pêcheurs. On ne fait pas que du 80, on fait du 30 à 80, 90 les plus gros. D'accord? Il faut savoir que sur ce site-là, ça fait 110 km de long, le barrage de Mequinenza, et 550 km de rivage. Donc il y a de quoi pêcher. Hein. Malgré qu'il y ait du monde, on arrive toujours à trouver une place. Voilà. Alors, quelqu'un connaît Mequinenza? Personne? Vous y êtes allé déjà? Plusieurs fois, je vais 5 fois. Ou à quel endroit? Mequinenza même? Au village Mequinenza. Parce qu'en fait, Mequinenza, c'est la réunion du Sègre et du Cinca qui se jettent dans les lèvres, et c'est Mequinenza. Donc il y a le barrage du haut et le barrage du bas qui s'appelle la Ribarora. D'accord? Donc là-bas, il y a une réglementation spéciale. En fait, qui est un peu incroyable, c'est que tous les centres que vous voyez là, on ne les remet pas à l'eau. On est obligé de les garder. Arrivé à la mise à l'eau, il y a des bennes spéciales et vous jetez le poisson. Vous n'avez pas le droit de le garder.
Alors nous, beaucoup de Français, surtout moi, guide, on remet tout à l'eau. D'accord? Par contre, si vous voyez avec des jumelles en train de remettre le poisson à l'eau, vous avez un PV. Mais à la rigueur, je m'en fous complètement. Moi, voilà. Alors, les belles, il s'est jeté. Alors, pourquoi ils ont cette politique-là? Il faut savoir que le cendre, c'est un poisson, ils appellent ça exotique, en fait, qui n'est pas un poisson autochtone. Donc, tout ce qui n'est pas autochtone, c'est poubelle. D'accord? Le seul poisson protégé là-bas, c'est la carpe. Il faut savoir que les carpes, c'est des tonnes qu'il y a. C'est des tonnes et des tonnes. C'est rempli de silure également. Alors, un poisson qui est protégé, mais bon, parce qu'il y a les championnats du monde, c'est le black bass. Vous voyez la particularité de là-bas, c'est des falaises en fait. On longe les falaises et on pêche à toutes les pointes. Et vous avez pêché le barrage du haut, le barrage du Lindo, vous avez fait? En haut, en amont du barrage. Avec qui vous étiez comme guide? Non, mais pas de guide, on était le club halieutique. Mais vous étiez dans un camping ou avec Mekinza même? On n'était pas à Mekinza, on était au-dessus. Ah, ça s'appelle le Lake Casp. Voilà, exactement. D'accord? Alors c'est entre Casp et Mekinza. Exact. D'accord? Donc voilà la réglementation. On ne doit pas remettre le poisson à l'eau. D'accord? Alors il y a des Français qui arrivent avec des congélateurs qui gardent tout. Ça c'est leur problème, comme je le disais tout à l'heure. Moi je demande qu'on garde à 3 poissons par jour si les gens le souhaitent. D'accord? Voilà, donc ça c'est des destinations qui marchent toujours. Là j'y suis tout le mois d'avril. Alors, Il y a eu un petit problème là, il y a 2 ans. En fait, c'est suite à une crue monstrueuse en fait. Exact. Et il y a eu pollution, il y a eu beaucoup de choses. Un taux de mortalité énorme en fait. Parce que les cendres, ils meurent, ils tombent au fond. Il faut savoir que quand on prend une cendre au leurre ou à la verticale, ça c'est une moyenne, entre 7 et 8 poissons sur 10 qu'on prend meurent. Je ne survive pas. Ah, c'est sûr. Savoir que là on les prend dans des fonds qui varient au mois d'avril, mai sur les frayères, alors ça c'est pas terrible. Il faut savoir que c'est ouvert toute l'année là-bas, il n'y a pas de fermeture. Donc il y a beaucoup de gens qui vont en avril qui pêchent sur les frayères. Et vous les voyez, les centres, il y a les 2 ou 3 centres, 4 centres sur le même, c'est incroyable. Et tant qu'il y a un poisson, ils mordront. D'accord? Il faut savoir qu'on peut les prendre jusqu'à 30 mètres en moyenne. Et un poisson que vous remontez à partir de 15-16 mètres, et la vessinatapore systématiquement les dehors. Donc il y a de fortes chances qu'ils meurent. Mais là, vous voyez, ces clients-là, ça fait un petit moment déjà que j'ai vu, on a filmé ça, ils ont dû faire, c'est 2 pêcheurs très très moyens, vraiment, ils ont dû faire 150 cendres sur 2 jours de pêche. Ils n'arrêtaient pas en fait. Voilà, alors là-bas aussi, moi je travaille avec des gens qui pêchent le silure. Qui fait pêcher le silure. Vous connaissez Charles Chopès Organisation? Non, vous n'avez pas entendu parler. Voilà, c'est le spécialiste du silure. Hein? Et donc là, il faut voir les records qu'ils ont fait cette année. Bon, c'est beaucoup de pêche opposée en fait, hein, sur Mekinza même. Quand vous allez à Mekinza, vous avez la réunion de ces 2 rivières, Sinkae, et vous avez tout le long de Rette, où il y a carrément des piquets plantés dans l'eau pour poser les cannes. Alors ça, il faut le voir. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Mekinza pour pêcher le cendre, allez voir. Ça vaut le coup. Là, vous avez un magasin de pêche, je ne sais même pas où il est peut-être un peu plus grand que la pièce. Ça s'appelle CGP. Vous rentrez dedans, vous n'en sortez pas. Ou alors, ça la carte bleue. Vous explosez la carte bleue. Ils ont des leurres. En fait, nous, quand on travaille... moi, alors, l'hiver, je ne l'ai pas dit, mais je travaille chez Decathlon, rayon pêche, depuis 28 ans. Donc, je suis chez Decathlon de décembre à mi-avril, et après, je voyage. Et nous, on n'a pas grand-chose. Mais là-bas, vous y allez, c'est incroyable. Et tous les matins, il y a la queue, voilà. Vous savez qu'en Espagne, je ne sais pas si vous le savez aussi, et il n'y a pas de permis pour tout le pays. C'est un permis par province. Quand vous allez en Aragon, vous devez prendre le permis d'Aragon. Alors ils ne sont pas très chers, ils varient entre 15 et 20 euros. Et souvent on me dit, ouais, les permis ne sont pas chers en Espagne. Sauf que chaque jour, vous devez payer un coto. Ce qu'on appelle un coto de pesca. Et un coto de pesca, ça varie, sur Mekinza, c'est 6 euros, 6,50 euros. D'accord? Il faut savoir que le permis fluctue tous les jours. Vous achetez un permis là, le lendemain, il peut avoir pris 3 ou 4 centimes. Voilà. Donc, pêcher en Espagne, c'est quand même relativement cher. Si on... Il est valable 1 an. Voilà. Alors, par jour. Hein, voilà. Il est valable 1 an de date à date. Ce qu'on n'a pas encore. J'espère qu'on va y arriver, nous. C'est un peu la bataille actuellement. C'est du 1er juin. Vous prenez votre permis là où il est valable 1 an. D'accord? Et après, ils vous envoient un renouvellement que vous prenez pas. Mais avant, ici, sur ce barrage, le barrage du Haut, on n'avait pas de coteau de pesca. Maintenant, on a un coteau de pesca. Donc, tous les matins, on va au magasin.
on achète le coteau et on en profite pour acheter des leurres, parce qu'on en perd beaucoup. Là-bas, vous voyez, c'est que de la rocaille en fait. C'est une vallée qui a été inondée, et il y a des fonds jusqu'à plus de 50 mètres. Il y a des arbres, il y a des rochers, mais par contre c'est super beau, c'est super beau. Ça te pêche ton bateau? Alors, très bonne question, on peut pêcher du bord. Déjà, pour accéder au bord là, c'est très compliqué. Il faut avoir un 4x4. Ça, c'est incontournable. C'est une chose. Après, ce n'est quasiment que des falaises, en fait. Et les falaises, elles tombent comme ceci, et il y a des dalles. Et si vous pêchez du bord, la monture ou le leurre se met sous la dalle pour vous casser systématiquement. Donc on pêche plutôt du milieu vers la bordure. Et on cherche toujours les pointes, en fait. Voilà, les pointes en V, comme ça. Et ils sont tout le temps là. Et au mois d'avril, ils sont dans les conches. On appelle les conches, c'est les anses, en fait. Ils sont dans 50 cm d'eau. Et vous les voyez aux yeux, c'est magique. Alors moi, je fais sortir les gens, je ne les fais pas pêcher. Hein. C'est un massacre. Et en plus, ils ne reviennent pas sur le nid. Hein. Le nid, comme les tucunarés, c'est au Brésil, c'est le même système que le sambre, ils font des nids, en fait, au fond. On voit la surface et ils sont sur le nid. Si vous les prenez, ils n'y reviennent pas. Donc on évite. Du coup, il n'y a pas de période de fermeture là-bas? Alors, il n'y a pas de. Alors, pour le sambre, aucun poisson, en fait. C'est pour ça, alors, la seule fermeture qui t'est imposée, c'est le temps. Il faut savoir qu'en décembre, tu ne vois pas 10 mètres. Il y a un tel brouillard que sortir un bateau, c'est dangereux. On est quelques guides à le faire, mais parce qu'on connaît par cœur. Mais ça nous empêche pas de nous tromper des fois. Et quand ça fait 110 km de long, je peux te dire, tu longes la bordure, tu fais le double ou le triple de kilomètres que tu devrais faire en fait. Donc le décembre, d'abord qu'on évite. Et là, j'ai arrêté cette année exceptionnellement fin octobre. Pourquoi? Parce que j'avais vu la météo que la neige arrivait en fait. Et il y a eu tempête en Espagne, ça a été inondé de partout, hein. Comme chez nous, à partir de fin octobre, alors que d'habitude je finis fin novembre. Mais là, c'est une destination que je vous invite à faire, qui n'est pas loin, qui n'est pas très chère, et qui va vous apporter, parce qu'en plus, l'Espagne, il y a la pêche, mais il y a les à côté. On peut comme en Irlande. Donc. Moi, c'est ce que je regarde aussi. Je ne fais pas le pays que pour prendre du poisson, ça va, je lui le fais. Là, en Espagne, on finit entre 6 et 7 heures, et on va au centre-ville, en fait, de Miqueleza, un petit village, où il y a tous les bars à tapas. Donc le soir à 7 heures, vous vous installez là, et les Espagnols, ils vivent. Je vous jure, ils vivent. De 5 à 90 ans, ils sont là jusqu'à 8 h, 9 h, 10 h. Et voilà, il y a du partage qui se fait, sachant qu'à Miqueleza, c'est vraiment le village où il y a le plus de pêcheurs. Alors vous avez les Anglais, beaucoup qui viennent pour la carpe, pour le silure. Voilà, donc c'est vraiment très vivant. Vous pouvez rester combien? 2-3 jours Alors, déjà, il faut penser, quand on fait un séjour à l'étranger, pensez surtout au transport. Parce que si vous venez pour 2 jours, ça fait loin quand même. Attention. Minimum, moi je conseille 3 jours. Si vous venez de Pau, c'est pas un problème. De Pau, Miqueleza, il y a 3h30, 4 h. Mais si vous venez d'ici, moi j'ai mis 14 h pour venir. Donc... 3 jours de pêche sur place et puis un jour pour monter, un jour pour descendre. Voilà, il faut un jour pour monter. Il y a des gens qui arrivent d'ici, qui viennent, qui prennent la voiture. Après, il y a un aéroport à Barcelone, qui est à 1h30 de Miqueleza. Après, il y a l'autoroute. C'est très vite fait. Mais effectivement, il faut une journée pour venir. Après, si vous venez pour 2 jours, moi je considère qu'à la pêche, quand on aime la pêche, il ne faut pas être pressé. Et si on est pressé, on fait des bêtises, on n'est pas bien. Moi j'aime bien. Il y a des gens qui me demandent en Irlande de faire 2 ou 3 jours. Et j'insiste. Parce que quand vous y êtes là-bas, vous n'avez pas envie de revenir. Vous avez envie de rester. Donc quand vous y êtes une semaine, au moins vous avez le temps de profiter des à côté. Parce qu'autant en Espagne, il n'y a pas grand-chose à côté, sauf l'ambiance des gens. Et le soir, on se retrouve plusieurs guides. Alors, il y a, je ne sais pas, il y en a qui connaissent Claude Valette. Voilà, Claude Valette, on est plusieurs, on s'apprécie en fait. Lui, il est spécialisé dans le silure, moi je suis spécialisé dans le sambre. Alors, il faut savoir que, là, je ne l'ai pas dit, mais avant, on pêchait beaucoup au vif. Donc, les vifs qui nous restaient, on les mettait à l'eau. Donc, avant, il n'y avait pas de gardon. Donc, on pêchait les ablettes. Les ablettes, il y en a des tonnes partout. Donc, on avait le droit. Après, ils ont interdit les gardons. Donc, on pouvait pêcher aux ablettes. Et après, ils interdisent les ablettes. Sachant que dans les... Moi, je venais avec des poches de 200 vifs, hein, pour 3 jours de pêche, hein, à la tirette, etc. Là, donc, ils ont interdit tout ce qui est vif, y compris les ablettes. Par contre, il y a énormément de perches. Les gens vont amener des perches. C'était un poisson qui n'existait pas là-bas non plus, une carnassier. Il faut voir, actuellement, vous avez des boules de perches. Des tonnes de perches. Vous tombez dessus,
vous allez en faire 20, 30, 40. Incroyable, sur faïence surtout. Hein. Donc voilà, des poissons ils ont envie de sortir, ça on a d'autres poissons qui arrivent. Mais ils n'arriveront jamais à lever tout ça. Savoir également qu'en Espagne, à Mequinenza surtout, si vous faire immatriculer un bateau, c'est très compliqué en fait. Ça prend beaucoup de temps. Donc si vous y allez à titre personnel, louez plutôt un bateau. Ouais. Parce que là, ça prend des semaines et des mois. Et là-bas, il faut passer à une machine. Je ne sais pas si vous le savez, ils ont des rayonnettes, des micro-moules qui se collent au coq et qui s'étalent partout. Donc on doit passer tous les matins une machine, on va donc chez Renault, il y a une machine qui permet d'enlever ces voilà. C'est tous les matins qu'on doit faire ça. Sauf si votre bateau est à demeure. Bon, mon bateau il est là-bas, donc je ne vais pas le faire. Mais quelqu'un qui arrive, qui sort le bateau, qui rentre le bateau, qui sort le bateau, il doit le faire tous les jours. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions? On a parlé de la réglementation, c'est ouvert toute l'année, donc il n'y a pas de réglementation. La meilleure période, parce que moi j'y suis allé toutes les fois, octobre-novembre. Ouais. Je pense pas que ce soit la meilleure période. Alors moi je dis il faut bien tomber en fait. Parce qu'octobre-novembre, il y a souvent le temps change. Moi j'y suis beaucoup, je vais être en juin. L'eau est très basse. Ouais. Alors cette année, oui. En fait, elle peut descendre de 10 à 14 mètres très rapidement. Je ne suis pas allé l'année dernière, mais il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on y est allé. Et une année, c'était tellement bas qu'on est allé en aval de Mequinenza. Alors en aval, dessous, sur Fayonne. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Alors il faut savoir que les plus gros cendres se prennent maintenant. Mais vous n'allez pas en faire 20 poissons dans la journée, vous allez en faire 1 ou 2 ou 3. Et vous allez faire des poissons entre 70 et 90. D'accord? Après, plus vous arrivez, il y a le mois d'avril, alors le mois d'avril c'est saturé parce que je n'aime pas trop pêcher sur les frais, donc moi j'y suis juin. Juin, on peut faire une mixte black bass, le black bass c'est fabuleux hein, aussi, perche et cendre, y compris silure. Alors moi je ne suis pas spécialisé silure, mais l'agence pour qui je travaille, ils le font. En pêchant ensemble, on en prend plus. Oh. Des fois on va faire 5 silures pour 5 cendres. Des cendres qu'on va remonter, avec les cendres on va toutes les remonter quasiment. Les silures, il y a certains qu'on n'a jamais remonté. Zéro brochet là-bas. Alors on n'a jamais fait de brochet. Alors il y en a, puisqu'il y en a qui sont naturalisés dans certains bars. Il y en a, moi je n'ai jamais fait. Moi, et pourtant, ça fait longtemps. 10, 12, 13, et on n'a jamais fait un brochet. Ah non, mais c'est pas la destination brochet de toute façon. Hein. Si le gars qui veut se régaler au brochet, c'est pas là. Par contre, au sambre, à la perche et au silure, oui. Des questions? Pour une semaine, il faut compter combien sur place? Alors, vous allez voir comment je fonctionne moi. Alors, tous ne fonctionnent pas comme ça. Dis-moi, je fais où? Lire la suite. C'est gentil. Vous allez voir les prix en direct. Alors, pour vous, je vais les remonter un peu, parce que c'est bon jour aujourd'hui. Alors là, c'est les bateaux qu'on a, c'est pas des barques. Hein. Parce que 70 km de long, des fois on fait 1 heure de bateau avant de pêcher. Hein. Il faut pouvoir rentrer, parce que là, oui, c'est Cannes. Mais ça s'appelle Mar de Aragon. Et Mar de Aragon, c'est la mer. C'est hyper dangereux. Il y a des vagues. Alors là, c'est un style de Boston, voilà, mon bateau. On en a un deuxième. Mais bon, voilà, là, dans le site, si vous allez sur mon site, je vous laisserai des cartes pour aller voir les photos. Monte un petit peu. Celui-là faisait 90 pour vous donner une idée. Voilà, donc celui-là, pareil, 80. Il y a des perches qui dépassent les 2,5 kg. Mais avant d'en prendre 2,5 kg, il faut en sortir 100 de 10 cm. Ah, des bleus, oui. J'en ai vu depuis de 60. Depuis de 60. Monte un petit peu. Attention, le prix. Voilà. Alors, c'est gentil, merci. Sur un bateau, sur le lien, je peux prendre que 3 personnes au maximum. D'accord? Beaucoup de guides ne prennent que 2. Le mien, il est particulier puisqu'il est très stable. Donc je peux prendre 3 personnes. Sachant que quand on pêche le sable, on les pêche souvent à la verticale. On ne fait pas des longs lancers comme on peut pêcher le brochet en Irlande. Moi, quand je prends 3 pêcheurs, c'est 100 € par jour par pêcheur. Et alors là, c'est la partie pêche. D'accord? Voilà. Donc vous avez les prix. Si c'est qu'une personne, c'est 195. On a rarement une personne. On a toujours au minimum 2 personnes. Il y a des gens, ça fait 20, 30 fois qu'ils viennent avec moi. Alors, avec du succès et des fois avec des défaites. Mais ils sont plus contents de revenir quand il y a des défaites, comme ça ils vont avoir un succès que le contraire. Parce que si ça mordait tout le temps, on ne serait pas très content. On aimerait, hein.
Mais je vous dis, il nous arrive de faire sur 2 jours et demi, il nous est arrivé 200, ouais, 200, 250, 200 sur 3 jours de pêche. Mais toute taille confondue. Hein. Parce qu'il y a des fois, même très souvent, ils sont très regroupés. Il nous arrive de faire des triplés. Et si je pêche, des quadruplés, au même endroit. Voilà. Après, vous avez tout ce que, au niveau tarif, il faut rajouter le permis, c'est une vingtaine d'euros. Vous avez le coteau des pescas, 6 euros, 6,50 €, alors je ne sais pas cette année comme il est. Et après, moi, je travaille avec un hôtel. Alors, je ne sais pas si je l'ai marqué. On te montre un petit peu. Voilà, alors moi, je travaille avec un hôtel qui est en plein centre du village. Donc, une fois qu'on est là, on ne reprend pas les voitures. Ça s'appelle l'hôtel Rodin, c'est l'hôtel le plus connu, en fait. Hein. C'est sans prétention, mais on est bien. Ouais, c'est 25 € une chambre individuelle, 19,50 €, ça va pas. En Espagne, il y a encore, on arrive à avoir des prix intéressants au niveau logistique. En fait. Après, le petit déjeuner se prend à l'hôtel, le repas de midi. Moi, je m'occupe du repas de midi si les gens le souhaitent, mais j'amène des tables, j'amène des chaises, je cuisine un petit peu, je fais du réchauffer. Moi, toujours pareil, je parlais de pêche, mais je parle de détente. J'aime bien manger avec un sandwich, ça ne m'intéresse pas. Hein, vous voyez, je ne suis pas maigre. Je fais un sandwich, il m'en faut 10 à moi. J'aime bien l'entrée, le plat. Donc voilà, on prend le temps, on s'arrête 3 quarts d'heure, 1 heure, et après on repart. Sachant que le soir, on va manger dans les restaurants de Mequinenza. Il y a une dizaine de restaurants, et c'est vraiment super sympa. Les odeurs d'espagnol, et puis ils vivent, ils sont bien, ils sont calmes. Voilà, on est bien, on est bien. Et on a envie de repartir le lendemain. Voilà, donc vous avez tous les prix, de toute façon vous les aurez sur mon site quand vous le visiterez. C'est encore une destination qui n'est pas très chère, abordable, et sachant que vous pouvez prendre 3 jours. Quoi. Mais 3 jours, ne prenez pas moins. Prenez pas moins, ça ne vaut pas le coup. Donc c'est tout, il n'y a pas de sachet également, je le répète, qu'on peut pêcher colleur. Ça c'est incontournable. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques personnes qui pêchent au vif. Mais la sanction, elle est lourde en fait. Parce que la Guardia Civile, là-bas, il y a plusieurs, il n'y a pas que la Guardia Civile, il y a les eaux, enfin, ils ont plusieurs bateaux. Hein. Ils arrivent, moi, une fois, on avait 3 bateaux à l'eau, on avait 8 clients, j'entends des motos, ils ont des motos. Ils arrivent derrière nous, ils nous contrôlent. Hein. Alors qu'on n'avait pas les canalos, etc. Ils contrôlent un bateau. Ils contrôlent surtout si vous avez les vifs. La première chose qu'ils font, ils rentrent sur le bateau, ils regardent les bouteilles. Donc jamais de vif. Moi, quelqu'un qui me demande de pêcher au vif, même s'il me dit je paye un peu plus, je ne le prends pas. Moi, quand je vais quelque part, je respecte ce que les gens locaux ont décidé. Ouais, mais les Français, nous, des fois, on est bien contourner un petit peu là. Ouais. Mais si vous êtes chopé, en fait, c'est très lourd l'amende. Hein. Très lourd. Les infractions. Comment? C'est le montant des infractions. Et c'est compliqué en fait, ça fluctue, mais c'est au vif, c'est par rapport au nombre de vifs, donc ils multiplient, etc. Alors il y en a. Jusqu'à combien Je ne sais pas, je pourrais pas te dire, non. Mais c'est lourd. C'est lourd. Et puis en Espagne, maintenant dans l'Europe, vous vous dites je suis français, je ne la paierai pas, vous la paierez. Parce que moi, ça m'est arrivé une jour. Alors en Espagne, ce qui est de compliqué, bon maintenant ça s'est arrangé, mais avant il fallait prendre un permis par internet et aller le payer à la banque. Et un jour, moi j'avais le permis que j'avais sorti internet, mais quand je suis arrivé pour payer la banque, elle était fermée. Parce qu'ils ont des horaires aussi, les banques. C'est pas comme chez nous. Hein. On pense trouver les mêmes horaires, les mêmes choses ici qu'en France, non, c'est tout à fait différent. Donc je suis arrivé, c'est fermé. Le lendemain, j'ai décidé d'aller pêcher et ils me sont tombés dessus. Donc, alors l'amende, il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, c'était 362 €. Voilà. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais il n'y a pas un souci avec les petits sandes ou les petites perches, quand on le ramène, de se faire ou même les silures, de se faire atteler par un autre poisson, vous pêchez au vif, là, bah non. Ah non, mais ça, non, mais alors là, ils ne peuvent pas. Je ramène la perche, si on fait gober par un autre, ça arrive, non? Non, mais d'accord, mais vous avez un leurre souple, vous, quand même. Vous avez un leurre. Ça arrive, bien sûr, hein. Même ça arrive, ça nous est arrivé d'avoir le leurre souple, la perche, ou même un gardon, parce que des gardons, on les prend, et d'avoir le sang derrière et le silure derrière, ça m'est arrivé. C'est un truc de fou. Je l'ai vu, ça. Je ne l'ai pas vu 10 fois, mais j'ai vu le leurre, le vif, le cendre et le silure derrière. Ah, ça, il faut le voir. Hein. Nous, on est arrivé de prendre des silures en pêchant le cendre, parce qu'on pêche avec du 7,28 ou du 7,21.
Le plus gros silure que j'ai sorti moi, enfin qu'un client a sorti, petite anecdote aussi, 2,03 m en pêchant le sambre. Alors à l'époque j'avais un basse-botte, 6,20 m, et donc hop, il me dit, il était midi 25, je dis on plie à midi et demi, on rentre, il fait faire la route. Et en fait à midi 30 il me prend un silure. Il me dit je suis accroché, je dis non, là on n'accroche pas. Et en fait le combat a duré 1h25. Et alors au départ, tout le monde est, voilà, il y a 2 autres clients, 3 clients plus moi. Tout le monde, alors on prend les vidéos, mais ça va, il dit juste un quart d'heure. Et je dis au client, continue à pêcher. Donc c'est incroyable, le gars il a mis son silure. Alors il était à l'avant du bateau, les deux autres produisent du cendre. En pêchant à côté. Hein. Et en fait, au bout de demi-heure, il me dit, Patrick, si je le sors, je vous paie l'apéro. 1 heure après, il me dit, si je vous le sors, je vous paie le resto. Et il l'a sorti au bout d'1h25, il a payé le resto à toute l'équipe. Par contre, le moulin est mort. L'axe complètement, c'est un stradique, un cadmi en plus. Il dit bon, le gars il a sorti 2 mètres, on est 4 à le porter. On est 4 à le porter, alors voilà, c'est pas arrivé régulièrement, mais c'est quand même une anecdote sympa. Vous avez des questions sur l'Espagne? Du coup, vous parliez qu'on n'avait pas le droit de remettre à l'eau, et si vous vous faites attraper en remettant le poisson à l'eau, il se passe quoi comme amende, je suppose? Non, moi ça m'est jamais arrivé. D'accord. Ça m'est jamais arrivé, mais il faut savoir qu'ils ont des jumelles. Parce qu'en fait, ils ne viennent pas vous contrôler systématiquement sur le bateau quand ils n'ont pas le bateau à l'eau. Mais avec des jumelles, ils voient l'immatriculation, parce qu'on a une immatriculation spéciale pour pêcher là-bas. Et s'il y avait les jumelles, ils ne la voient pas, je peux vous dire qu'à la mise à l'eau, le soir, ils y seraient. Ils vous attendent. Alors moi, j'ai jamais été sanctionné. Voilà. Par contre, si je parle espagnol, c'est compliqué quand on ne parle pas espagnol de négocier. Moi, je parle espagnol, donc je négocie. Je dis, voilà, écoutez, soit je ne le savais pas, ou il y a les moyens, ils ne sont pas fous quand même. Hein. Mais voilà, ça peut être sanctionnable en fait. D'accord. Et bon, ils sont sympas quand même. Souvent, ils sanctionnent quand vous n'avez pas les papiers du bateau, quand vous n'avez pas votre permis, quand... Voilà. Ah, ils sanctionnent plus sur la réglementation, on va dire, du bateau et voilà, de la ouais. sécurité. Ah ouais, ils regardent ça en premier. Ils regardent ça. C'est les premières choses. Sauf les vifs. Et puis ils fouillent tout. Hein. Ils rentrent sur le bateau. Hein. Et après, c'est les papiers. Mais bon, moi, je suis guide. Si moi, j'ai pas les papiers, ça la fout mal, quoi. Donc, tous mes clients, moi, je fais gaffe. Alors, là-bas, quand on arrive, soit les clients arrivent la veille, et c'est le mieux, pour être clair le lendemain. Et on va aller le soir, parce que le magasin est ouvert jusqu'à 20h. On va chercher le permis, on va chercher le coteau. On est en règle. Le coteau, on peut le prendre pour plusieurs jours. Parce qu'en fait, là-bas, vous avez un coteau pour le barrage du bas, et vous avez un coteau pour le barrage du haut. Donc souvent, moi, je fais prendre un jour là-haut. Si ça monte moyennement, on laisse en bas. Donc, c'est pas le même coteau. Donc, la veille, en rentrant, quand on rentre le soir, on s'arrête déjà pour prendre des heures aussi, comme je disais tout à l'heure. Parce que là-bas, vous perdez beaucoup de l'heure. Hein. Pas se faire d'illusions. C'est vraiment accidenté, quoi. La moyenne des pertes de l'heure par jour, à peu près? Ça dépend du niveau du pêcheur. Il y a des crocheurs. Ouais, j'allais le dire. Ça dépend aussi de la réactivité du guide. Parce que si vous venez, vous me dites, Patrick, j'ai accroché, je vais réagir tout de suite. Mais si vous me dites quelques secondes après, on a toujours un petit peu dérivé. Alors là, ça se complique. Alors c'est vrai qu'il y a des décrocheurs, ça marche des fois, ça marche. Bon, on arrive à décrocher quand même. Mais si je le sais tout de suite, ça va vite. Si je le sais quelques secondes après, c'est un peu plus compliqué. Alors on fait le tour, parce que c'est tellement accidenté que ça passe dans les cailloux, il y a des troncs d'arbres. Il faut savoir que ça a été inondé. Donc quand le niveau baisse, alors ça c'est pas aussi, quand le niveau baisse beaucoup, vous faites le tour à pied. Là vous récoltez des leurres. Il faut vous dire que tous les arbres, il y a 2 ou 3 leurres. Vous pêchez beaucoup en texan alors? Oui, beaucoup, oui. Ah. Alors surtout sur le barrage du bas, ou sur la partie Mequinenza, il y a beaucoup d'arbres en fait. C'est plus encombré, c'est moins profond, donc on pêche souvent au pied des arbres. On caresse les arbres. Et il faut voir les touches qu'on a. En haut, l'eau est claire en fait. Le barrage d'eau, l'eau est claire, on y voit à plusieurs mètres. En bas, c'est sombre en fait. Et donc c'est rempli d'arbres. Donc c'est systématique le texan. On n'en loupe un peu plus, mais on perd moins de l'eau. Question, dites-moi, allez-y. Il y a quelques temps, il y avait des problèmes avec des braconniers là-bas. Ils en ont arrêté pas mal, qui faisaient du trafic, et actuellement, c'est comment? Alors, je ne vais pas trop en parler parce que je sais que ça existe, mais comme je connais pas la vraie raison, ce qui se passe réellement, je n'en parle pas.
Mais il est évident que comme il y a beaucoup... Il faut savoir que le cendre, je ne sais pas si vous avez vu, à une époque, le cendre sur les étals de poissonniers, ça coûte aussi cher qu'un bar. Donc il y en a qui en font le trafic, ouais. Alors c'est pas toujours... Il y a des Français, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens de l'Est aussi. Les gens de l'Est qui... voilà, qui est... Alors, je ne veux pas les inculper systématiquement, mais on les voit beaucoup, ouais. Mais... C'est les mecs qui viennent ramasser les champignons. Ouais. Moi j'en parlerai plutôt tout à l'heure pour la truite parce que j'ai vu des choses faites par des gens de l'Est. Alors en Mequinenza, vu l'immensité du domaine, c'est immense. Vous pouvez vous cacher, il n'y a pas de souci. Alors il n'y a pas beaucoup de routes qui arrivent au bord, mais ils les connaissent, ils sont plus malins que nous. Mais ouais, beaucoup, eux c'est pour manger, nous c'est pour le plaisir de la pêche. On mangeait 1 ou 200, ça va. Mais bon, mais il y a des Français dans le passé que j'ai vus, un peu moins maintenant, parce qu'ils contrôlent quand même, et de plus en plus. C'est leur gagne-pain quand même. Moi je me rappelle il y a 10, 15 ans, 20 ans, je vois à Mequinenza pour manger le soir, on mangeait au 4e service ou au 3e service à minuit 1h. Maintenant vous y allez, vous mangez à 8h, sans problème, sans réserver. Les gens ont un peu plus basculé, je pense, moi, vers l'Estramado. Bon, l'Estramado c'est déjà plus loin. Moi j'y ai travaillé un peu, c'est un peu plus loin. Des questions? N'hésitez pas à me demander, on partage. Alors le plus gros cendre qu'on ait fait nous, c'est 90. Mais il y a plus gros que ça, il y a plus loin. Et les silures, alors comme je disais, je ne suis pas un spécialiste, mais ça dépasse les 2,40 m, 2,50 m sans problème. Moi j'étais le soir, avec mes clients, on était dans un resto, et c'est l'année où ils ont pris le silure le plus gros, le plus long d'Espagne au leurre, 2,57 m, je crois que c'était. On a fait la soirée jusqu'à 2 ou 3 heures du matin avec eux. Ah, les perches, oui. Alors, là. Les perches, elles sont vraiment très belles. Hein. Ah, ouais. Et on en prend 6, 7, 8 de rang qui font plus 10 kilos. Ah, ouais. Mais je vous conseille, si vous y allez, de prendre un guide. Parce que l'immensité va vous causer un... Vous êtes dans le doute. Vous arrivez là où je pêche. C'est tellement immense qu'il faut avoir un guide qui connaît. Quoi. Tu prends rien. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et sachant que souvent les bateaux qui louent là-bas sont des bateaux 9-9. Alors eux, ils ont droit jusqu'à 13,5, je crois, de mémoire. Donc c'est un peu plus rapide, mais quand vous allez faire 1 heure de bateau, vous arrivez qu'il faut rentrer. Quoi. Donc, tous les guides, on a tous des bateaux assez puissants quand même. Avant, j'avais un basse-boat. Avant, on avait le gros au 2 temps. J'avais 135 chevaux, on est 6 mètres 20. Et ils ont décidé d'arrêter le 2 temps, on est passé au 4 temps. Je ne vous dis pas le prix d'un 4 temps en moteur, c'est un coup de moral. Donc là, j'ai un Boston Whaler avec 5. On a deux bateaux comme ça en fait. Voilà. Mais je finirai là-dessus. Pour un séjour qui n'est pas loin, vous pouvez venir en voiture. Essayez-le une fois. Essayez-le une fois. Vous allez être surpris par l'immensité, par la beauté du coin, par la gentillesse des gens aussi. Alors si à ceci peut s'ajouter la pêche, mais même si vous faites que 10 poissons dans la journée, le lendemain vous avez d'y revenir. Ça c'est clair. Et le beau temps. Alors ça c'est vrai. Il faut savoir qu'à partir du mois de mai, juin, mi-mai, on se baigne. Juillet, août, moi j'y vais plus. Parce que vous pêchez une demi-heure, vous baignez une demi-heure. Vous plongez du bateau, c'est des mois, à mon avis, c'est toujours pareil, je parle à mon nom, qu'il faut éviter. C'est trop chaud. Bon, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est plus de 40 degrés. Hein. Mais en plus, quand vous êtes sur un bateau, wow. Vous cherchez l'homme. Hein. Pour manger à midi, je peux vous dire que vous cherchez l'homme. Hein. Voilà, donc c'est des mois évités, par contre c'est des mois très intéressants aussi, hein, où on prend beaucoup de poissons. Là par contre, on a tendance à partir plus tôt le matin, finir un peu plus tard le soir. Voilà, donc, je finirai là-dessus. Allez-y, essayez une fois de le faire, vous y reviendrez. D'ailleurs, le monsieur est venu 5 fois. Oui, je fais 5 fois, 50 consécutifs. L'année dernière, on n'y est pas allé parce qu'il y avait la pollution. Alors, il y a... C'est cette année non plus. Alors, ça a été mauvais, en 2018. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai annulé plusieurs séjours. En 2018, on avait changé de coin, on est allé en aval de Mequinenza. Ouais, Fayol. Fayol, exactement. Mais là, vous tombez sur les perches. Ça a été moyen. Ouais. On a rigolé quand même. On arrive toujours à prendre quelques poissons. Non, on a pris quelque chose, hein. Voilà, on arrive toujours à, même si c'est mauvais. Moins gros qu'à Mequinenza. Ah, Mequinenza, c'est le barrage du haut. Ouais. Là c'est plus joli. Ouais.
Oh là 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 là. Vous avez des chèvres sauvages, ils ont beaucoup de cervidés, ils ont beaucoup de sangliers, on les voit le soir quand on rentre. Magnifique. C'est bon, pas des questions? C'est bon, l'Espagne, Mequinenza? Non? 1, 2, 3 vendus. Alors ça, par exemple, c'est des bateaux que vous louez. C'est des bateaux à lu. Alors, quand ça va, ça bouge pas, ça va. Mais dès que ça bouge, il faut vous dire que c'est pour ça qu'on a beaucoup de bateaux en fibre, en fait. On va parler de la truite maintenant. C'est juste avant. Voilà l'Espagne. Voilà. Est-ce que ça vous va les explications? Mais je parle beaucoup, mais n'hésitez pas. Donc voilà, alors, moi je travaille beaucoup en Espagne, énormément, autant qu'à Mequinenza, sur la pêche de la truite. Alors il faut savoir qu'en Espagne, pareil, le permis c'est par province, et toujours pareil, vous avez 2 permis, 2 coteaux. Vous avez un coteau sans muerte et un coteau avec mort. Donc si vous payez, si vous voulez garder le poisson, d'abord je crois que c'est 4, vous devez payer entre 12 et 13 euros. Alors qu'un permis sans mort, c'est 6 euros, 6,50 euros. Va, il a. J'ai la musique, ça va bien. Donc moi je travaille sur 2 rivières principales. Ça c'est le Segre, qui est de l'autre côté d'Andorre en fait, pas de la case. Vous basculez, vous tombez sur le Segre. Donc c'est une rivière relativement large. Alors ce parcours il est particulier, il est ouvert toute l'année. Sauf, maintenant il est ouvert tous les jours. Donc on peut pêcher toute l'année, décembre, janvier, février. Donc ici sur la gauche, c'est l'une des plus grandes d'Espagne. Donc il n'hésite pas à en mettre. Un barbeau et un barbeau à la mouche, des carpes à la mouche, c'est phénoménal. C'est incroyable. Alors ça c'est des clients qui font 2 à 3 séjours avec moi. Ils sont des retraités. Alors là il a pris au streamer. Mais alors là-bas on peut pêcher à la mouche et on ne peut pas pêcher au torque, aux affaires naturelles. On peut pêcher, alors c'est un peu dingue, à la cuillère avec un hameçon simple. Nous on pêche avec des hameçons mouches sans ardillon. Et alors ces 2 parcours sont ouverts toute l'année. Le deuxième que vous allez voir un peu plus loin, où il y a des poissons trophées. Quand je parle de poissons trophées, c'est des poissons qui varient entre 50 et 80, même des fois plus. Alors, la dernière qu'on est sorti, nous, qu'on a pu sortir, c'était un nymphe au fil, elle faisait 73. Ce dessus a 86 ans. Vous voyez qui pêche à la mouche. Voilà, c'est des cannes un peu puissantes, hein. Pêche au streamer. Mais toujours pareil, c'est si un bon pêcheur peut faire sur ces parcours-là entre 50 et 108 par jour. Et ça, c'est du réel. Mais il faut savoir que, on va le voir le second parcours, tous les vendredis ferment le parcours pour mettre les truites. Alors tous les samedis et dimanches, il y a tous les gens qui arrivent, qui pêchent à la cuillère, qui les prennent. Et alors là, il y a beaucoup plus de sauvages que de jetés, hein, parce qu'il y a des gens qui disent sur internet, ouais c'est des jetés, non, non, non. Il y a beaucoup de sauvages. Très intéressant à pêcher. Tu peux descendre un petit peu. Alors le toc est interdit. Hein. Alors, toc, la pêche aux appâts naturels. C'est curieux, mais c'est comme ça. Oh, un des moments les plus importants de la journée, c'est ça. Puis je peux vous dire que ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que je les guide, ces gens-là. Et ils ont toujours ce moment de partage qui, ben, voilà, qui nous rassure. Alors, bouteille de rouge, ici, vous voyez. Ouais, tu veux sur lire la suite? Lire la suite. Ouais. On descend. Alors là, voilà, c'est le second parcours, ça. Ah non, on ne peut plus, ouais, il faudrait que tu descendes plus loin. C'est pas grave, on va le voir. Sur la vidéo, tu peux descendre là. Si tu peux. Si tu voilà, voilà. Là, on est sur une grande rivière. Hein. Alors, ce n'est que des parcours, hein. C'est pas toutes les rivières sont ouvertes. Hein. Il y a un parcours, et ça, c'est la deuxième rivière. Alors, je peux vous dire que les engins qu'il y a là-dessus, elle n'est pas large, mais il y a de ces monstres. Alors ça, c'est pas les poissons qui ont été mis, c'est des poissons qui ont grandi dans la rivière. Voilà, ramener. Alors il y a mix de l'arc-en-ciel Fario.
Sachant que je ne sais pas vous, mais moi personnellement au niveau du combat, au niveau de la pêche, je préfère une arc-en-ciel qu'une fario. Ça c'est mon avis. Hein. Moi, la dernière sortie elle faisait 74, elle m'a fait descendre dans la rivière sur plus de 100 mètres. Que la fario ne me l'aurait pas fait en fait. Donc c'est peut-être pas le plus beau des poissons, des deux, mais en fait c'est le plus intéressant à pêcher. Là on est au top, enfin on pêche en nymphe avec une soie. Alors ces 2 dernières années maintenant, elle est un peu vieille cette vidéo, je fais pêcher au fil. Vous connaissez un petit peu au fil, c'est-à-dire 2 nymphes et on pêche au fil. Alors ça c'est meurtrier, c'est de la pêche au top en fait. Voilà, donc ce parcours-là il fait 14 km 700. Et là il y a une grosse qui m'a décroché, un monstre qu'il avait. Et pourtant c'est pas d'excellents pêcheurs, hein. C'est des pêcheurs presque du dimanche. Alors là, on est contrôlé plusieurs fois par jour par un guardia civil, par les gardes locaux. Et une particularité aussi en Espagne, on n'a pas le droit de pêcher avec des waders avec des feutres. Le feutre est interdit. Alors, dernièrement, j'avais 2 clients qui en avaient, ils nous appelaient, je les ai fait sortir de l'eau, on est allé acheter des waders sans feutre à l'Érida. Alors la raison invoquée, c'est les œufs de moule, méridionnes. Il faut savoir que là-bas il y en a partout. Donc pour éviter la diffusion de ce parasite, ils interdisent les feutres. Je pense que ça va venir chez nous dans quelques années. On en parle de plus en plus. Regardez là, et là, c'est des petits pêcheurs. C'est vraiment, en dehors de mes séjours que je fais avec eux en Irlande ou en Espagne, ils ne pêchent jamais. Et vous les voyez tellement clair en fait. Ils sont quasiment toujours au même niveau là-bas, parce qu'au-dessus, à quelques kilomètres, il y a un barrage. Le barrage de Santa Ana, et l'eau, elle a quasiment toujours le même niveau. Là, il est content, là. 83 ou 84. Si vous avez des questions, tu descends un petit peu, je t'embête. Ah, tout ça, c'est mes clients. Et la pêche au poisson nageur, autorisée là-bas ou pas? Non. Alors, très bonne question, tu as raison. C'est uniquement autorisé à la mouche, quel que soit streamer, nymphe, noyer, sèche, autorisé à la cuillère, à hameçon simple, et au vue d'eau. D'accord? Alors, c'est bien ce que tu poses une question, parce qu'en fait, quand on se promène au bord de l'eau, beaucoup d'Espagnols qui pêchent à la cuillère ne pêchent pas avec des cuissards ou des waders. Donc quand ils accrochent, ils cassent. Donc, systématiquement, tu trouves des leurres, des poissons nageurs dans les arbres. Et puis les poissons nageurs de jusqu'à 9 cm, parce que là-bas, il y a les engins de truite. Donc voilà, quasiment toutes les sorties, on trouve des leurres qui sont interdits dans la rivière. Mais ça, c'est la réglementation. Mais ils ont des truites, donc on ne va pas les... Continue. Du coup, au niveau... Voilà, celle-là, la dernière qui a été sortie, c'est celle-là, 73. Après, sur le sel, il y a beaucoup de barbeaux. Et un barbeau à la mouche, ça vaut 10 truites. Carpe, pareil, ça vaut 10 truites, au niveau combat. C'est assez incroyable. Le barbeau, lui, il gobe. Il y a des barbeaux là-bas qui gobent, comme des truites. Par contre, vous en prenez un, vous n'en voyez plus un pendant... Les barbeaux se calent, en fait. Et au bout de limite un quart d'heure, ils remontent. Toujours au même endroit. La carpe, elle, vous la prenez à la mouche, on peut quasiment quand même sur la prend. Elle vous prend 20, 30, 40 mètres de fil. C'est incroyable la carpe. Bon, c'est pas une carpe de 20 kg, mais ça vaut plusieurs truites. On continue. Voilà, donc tout ça c'est l'explication du séjour, tout le déroulement. Voilà, donc c'est à 3 quarts d'heure de Mickey en fait. Voilà, après on va retomber sur les prix, je pense. Alors ça c'est des prix pour 1, 2, 3 pêcheurs, sachant que je ne prends pas dessus, sauf s'il y a un second qui vient m'aider. Et ça c'est des prix que nous avons, nous, liés à notre métier de guide. C'est dans le 64, on a des prix posés. Donc voilà, c'est ça qui est le même. Voilà, vous avez des questions sur la truite? Ouais, au niveau du matériel, tout ce qui est badline, pointe, etc., vous utilisez quoi comme section voilà. En règle générale sur ce genre de rivière? Alors ça fait 2 ans maintenant qu'on pêche quasiment qu'en nymphe. Ça gobe, hein.
Mais souvent les gobages, c'est les plus petites truites. Donc si tu as envie de t'amuser, tu prends une 7 pieds, en Noira, tu prends une 7 pieds, 7 pieds demi, soit de 3, là tu te régales. Alors les poissons vont faire entre 20 et 30, 35, voire 40. Si tu veux au-delà, on pêche en nymphe. Donc nymphe au fil. Donc en fait, on utilise des cannes qui font 11 pieds en moyenne, soit 3, même pas soit 3, oui, puissance 2-3, sur lequel le moulinet on met du fil. On met du fil bicolore. Tous les 50 cm, il change de couleur. Ça peut être du orange jaune, ça peut être du rose blanc, moi j'ai du rose blanc. D'accord? Et moi, j'ai appelé ça le fly talk, comme je fais de la compétition aux appâts naturels, on utilise un indicateur. Il y en a qui mettent de la pâte, il y en a qui mettent des indicateurs. Moi je mets un rigoletto, ce qu'on appelle un rigoletto, j'en mets qu'un. D'accord? Que je peux régler à différentes hauteurs. Donc j'ai mon 18, alors le corps de ligne c'est 18 centièmes minimum. D'accord? Après, je fais le bas de ligne, si je suis en nymphe, c'est minimum 16. Ça ne plaisante pas là. Parce que la rivière est étroite. Si tu ne peux pas la brider, la tenir un peu, elle te démonte. Elle te démonte. Donc, une première potence et une nymphe très plombée en fait. Très très plombée, qui gratte le fond. Alors des fois tu accroches, mais souvent quand tu accroches, c'est une grosse truite. Donc, et en plus, avec des cannes très agréables, moi j'ai les JMC, j'ai les Deveau. C'est très agréable. Avoir une truite de 50, 60 ou même 40, tu te régales. Et tu sais jamais si tu vas gagner. Quoi. Souvent, quand tu prends un poisson qui fait au-delà de 60, 70, tu peux changer la meçon. Ton hameçon, il est mort. Tu le remets pas au bout de ta ligne. Donc voilà, un montage très simple hein, qui découle du TOC, sauf qu'on a une potence. On en fait autant en potence qu'en pointe, en fait. On peut pratiquer la nymphe. Bien sûr. Bien sûr. Et même, l'eau est tellement claire, c'est dans de montagne en fait. Tu les vois. Alors, systématiquement, quand j'arrive, quand les gens ne connaissent pas le parcours, il y a un pont en fait, qui fait office de réserve. Et en amont et en aval, c'est une réserve. Et tu as des truites, tu en as 20, 30, 40, 50, même des fois plus, alignées l'une derrière l'autre, qui font entre 40 et 80 les plus grosses. Tu dis, c'est pas possible. Si, c'est que des truites. Alors, il y a les deux mélangés, bien sûr, arc-en-ciel et fario. Donc, on pêche à vue, oui, bien sûr. Alors moi j'aime bien pêcher au toc, comme je le faisais au toc avant, en descendant la rivière. Et ce que je fais moi, c'est un petit conseil que je vous donne, parce que voilà, est-ce qu'il y en a qui pêchent la mouche là, en nymphe? Ça vous est pas arrivé des fois de laisser traîner la mouche derrière, pof le poisson. C'est vrai, la nymphe qui tape dans l'eau. C'est arrivé combien de fois ça, même en sèche. Et donc quand je pêche en nymphe, je fais ma coulée, 3 quarts en monte, paf. Et systématiquement, je penche la canne et je tape comme ça. C'est-à-dire que la nymphe et l'intermédiaire, elle tape dans l'eau. Il faut voir ce qu'on fait comme ça. En tapant dans l'eau comme ça. Elle monte au-dessus, disons. Et alors, des fois, tu les loupes. Et si tu les loupes, tu les as repérés. Donc tu peux recommencer à pêcher normalement. Mais c'est très prenant. J'en fais autant en faisant ça, en tapant dans l'eau, en faisant taper les nymphes, qu'en faisant la coulée. Des questions? Mais là aussi, c'est une destination pas lointaine, très intéressante, où il faut prendre au minimum 3 jours. Et là, pareil, ce qui est intéressant, c'est ouvert toute l'année. Alors, je travaille avec un hôtel qui est sur place, c'est les mêmes prix en fait. Voilà. Donc, c'est bon pour l'Espagne. Et tu parles de nymphe, de pêche à la nymphe. Est-ce que tu as essayé, parce qu'il y a 2 ans, on a eu Laurent Geoffrey qui est venu avec sa technique nymphe toc. Est-ce que tu as essayé ça et voilà, quelle est la différence avec ta technique avec des cannes à mouche? En fait, là-bas, ce parcours-là est géré par une station de pêche strictement mouche. Donc, ils veulent bien que tu pêches avec des nymphes et avec des cannes à mouche. D'accord. Dernièrement, on a reposé la question. Ils veulent pas. Alors, moi, je suis allé, il y a un Français qui pêchait, comme Laurent, là, avec une nymphe et une canne à toc. Je lui ai dit c'est interdit, il m'a maintenu que c'était autorisé. Non, il faut une canne à mouche. Maintenant, tu as des cannes à mouche qui font 11 pieds, quoi, qui sont très agréables. Autant respecter la réglementation. C'est vrai que nous, toujours, on essaie de. Moi, je vois par exemple sur Cotteret, on a un parcours en altitude no-kill, mouche uniquement. Mais ils ont rajouté, il a fallu qu'ils rajoutent mouche fouettée. Parce que les gens y allaient au toc avec des nymphes. Ça, c'est plus la même chose. Voilà. Donc, effectivement, on pêche qu'avec des cannes à mouche. Et vous n'avez jamais utilisé une sèche en tant que marqueur à la place du rigoletto Alors, vous pêchez jamais comme ça si. en dessous? En fait, j'ai un guide qui est en formation cette année, qui fait les championnats de France première division, qui est venu donc un stage à moi en Irlande avec moi,
et qui m'a accompagné en Espagne, etc. Et lui, effectivement, pêche avec un gros truc là, associé à une nymphe. Alors c'est souvent pour des pêches plus lointaines. Et ça m'a pas trop plu. Enfin, moi, ça me plaisait pas. Puis en fait, on peut pas tout faire non plus. Oui. Ouais, on peut pas tout faire non plus. Déjà, quand on est là-bas, on peut pêcher au streamer. C'est pas la pêche la plus agréable, mais ça fait du poisson. On peut pêcher en sèche. Ça, c'est le plus intéressant. On peut pêcher en noyer, pêcher en nymphe. Effectivement, même pêche en nymphe, il y a plusieurs montages. Mais effectivement, il avait un gros pompol là. Et tu le vois, il pêchait à 20 mètres. C'était incroyable. Et il accompagnait comme ça. Et ça fait partie des pêches qu'ils utilisent dans la compétition. Parce que moi, je sais que sur le Guier, à la limite Savoie-Isère, il y a des secteurs en fait où c'est tellement profond qu'on ne peut pas y accéder. C'est pareil, d'un côté c'est la falaise, et entre la falaise et le Guier en lui-même, on ne peut pas accéder. Du coup, pour essayer de pêcher des veines d'eau plus lointaines, je me sers d'un gros sedge ou de choses comme ça pour essayer de... On appelle ça l'adaptation en fait. Ouais. Et il faut s'adapter. Là-bas, du coup, ouais, c'est pas une technique qui vous Si, qui est pratiquée, mais moi que je ne connais pas suffisamment pour former les gens. Moi, je suis spécialisé, j'ai fait de la compétition au toc et à la mouche, je me suis spécialisé là-dedans. Donc voilà, et sachant que l'avantage de cette technique au fil, c'est qu'on est en liaison directe, quoi. On voit tout, souvent on voit plus qu'on ne sent, qu'on ne touche. Hein. Donc c'est quand même, là, sur le garde de peau, il a fait avec deux clients à moi, il pêchait à 15-20 mètres, donc il essaie d'arriver une boule de poil et bon voilà. Mais ils se sont adaptés. On n'a pas fait mieux qu'eux sur le garde de peau, mais ils s'adaptaient, ils pêchaient plus loin. Effectivement, tu as raison, mais c'était plus profond. C'est bon? En Espagne, à part les... Comment? Non. D'abord, ils ne connaissent pas. Nous, dans les Pyrénées, c'est beaucoup utilisé, ça vient de... Moi quand on m'a proposé, il y a quelques années, de faire de la formation Tankara. Moi, déjà, à la mouche, c'est tellement complexe et tellement vaste que pour explorer toute cette technique-là, il ne me suffira pas de ma vie. Donc, j'ai pas envie de encore trouver une technique qui va me demander du temps. Déjà, j'ai pas tout compris la mouche. Alors, Tankara, si je m'y lance, on n'en finit plus. C'est souvent, moi je vois, le magasin où je travaille, il y a des gens qui me disent, alors ils donnent une canne au toc, ils donnent une canne au verron, ils donnent une canne à la cuillère, ils donnent une canne à la mouche, ils donnent une canne à bombette. Et quand ils arrivent au bord de l'eau, ils ne savent pas quoi pêcher. Je pense qu'on peut prendre du poisson et on n'en prendra que si on se spécialise. Pour faire 10 000 techniques, on n'en finit plus. Parce que la truite, il y en a plein de techniques. Donc plutôt se focaliser sur une technique. Je trouve que la mouche entre la sèche, la nymphe, la noyée, le streamer, le nymphe à fil, le nymphe à vue, il y a du boulot. C'est autorisé, c'est ça? C'est pas vrai, tout à fait. C'est pas autorisé, non. Ah, c'est pas autorisé? Ah non, en Tankara, non. Même si c'est de la mouche Non. Ils veulent une canne à mouche avec un moulinet mouche. En fait. Alors chez nous, dans les Pyrénées, il y a beaucoup de gens dans le groupe de guides qu'il y a sur le Mento, il y en a la plupart qui enseignent le Tankara. Mais c'est pas, si vous regardez dans les magasins, c'est pas une technique qui a pris non plus. C'est dommage, hein, mais ça n'a pas pris. Les fournisseurs, tous les fournisseurs ne font pas de la Tankara. Quoi. Alors je ne connais pas, donc je sais que je n'en parlerai pas, mais je préfère moi avoir mon mécanisme de lancer à la mouche, je trouve ça sympa, de passer d'une 6 pieds et demi, 7 pieds à une 11 pieds pour la nymphe, je trouve que c'est majestueux. Question. Oui, à part des compétitions de pêche au black bass en Espagne, Oui. et d'autres compétitions. Ils font beaucoup, alors, ils sont très axés aussi sur la pêche à la canne. La grande canne, pour la carpe en fait. On voit souvent des puissantis arriver, où les Espagnols se mettent au bord de l'eau, ils font de la compétition, ils pêchent au cou. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc je ne connais pas, Sandre non, ça c'est sûr. Carpe, j'en ai rarement vu, avec les cannes à carpe, hein, mais ils pêchent au cou, ils pêchent beaucoup au cou. Et en fait, ils sont très forts, ils sont partis de l'élite mondiale. Donc, il y a quelques années, même encore, on me demande ouais, est-ce que les Espagnols pêchent? Mais venez voir, en Espagne, ici, ils pêchent les Espagnols. Ils pêchent, mais beaucoup. Quand ils ont les plans d'eau qu'ils ont, ils pêchent. Alors, ils sont très black bass, en fait. Ils ont les championnats à Mequinenza, il y a le championnat du monde de black bass chaque année. Voilà. C'est bon pour l'Espagne? Excusez-moi, je tousse. Est-ce que ça vous va, ça vous intéresse? Ça vous donne envie de voyager peut-être un peu? Voilà, oui. C'est pour ça que
J'ai choisi ce métier-là parce que si je ne l'avais pas choisi, j'aurais resté à Decathlon et j'aurais pas vu tout ce que j'ai vu en fait. Donc je vous invite à voyager parce que vous allez apprendre plein de choses, voir des gens formidables. Et quand je suis en Amazonie, on vit avec les Indiens, qu'on apprend à adopter les animaux, les serpents, etc. Moi, un serpent, ça ne m'a jamais fait plaisir. Hein. Ça fait 8 ans que je travaille, maintenant, j'en ai même pas peur. Quoi. Et quand vous avez un anaconda à vos pieds, là, donc le fait de voyager, d'apprendre, en Irlande, vous apprendrez à boire de la Guinness. Et par 2 millilitres. Hein. Et alors, en Irlande, c'est quand vous allez au bar, en fait, la Guinness, c'est la première bière qu'il faut demander, parce qu'ils la servent en 2 fois. Mais si vous demandez une half, oh, ça c'est des French. Half, c'est la toute petite bière, une bière de 2 millilitres. Ah, c'est gentil. Ah, c'est pas du vin? Oh non, on va... Alors, on en a, nous, entre le Bordeaux, là, tout ça, ça va, le Jurançon. Alors, on va parler de l'Irlande. Voilà. Donc, ça, c'est la rivière Suck. Alors, je ne vous traduis pas en français parce que c'est pas joli. Je vais lire la suite. On descend un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai toujours la casquette. Plus longtemps, je travaille dans le comté de Mayo, Mayo-Roscommon. Donc, il faut savoir que l'Irlande, c'est beaucoup de rochers, avec beaucoup de Guinness. Et on a fumé le bar en premier. Alors, on n'a plus ces bateaux, hein. Ça fait 2 ans qu'on a d'autres bateaux. Parce que les bateaux à lui, là, c'était bien pour transporter, mais ça faisait beaucoup de bruit en fait. Hein. Voilà. Donc, pareil, là, qui sont déjà allés en Irlande? Ouais, vous êtes de quel comté? Fermanagh. Ah d'accord, Eskinen, oui. Mais c'est en bas, là. Ouais. Ouais, c'est en bas. Ouais, Logan. Moi j'ai fait la Sûre. La Sûre. Funmel. La Sûre. Funmel, ouais. Vous êtes allé chez... Alors, vous êtes allé chez... Et puis Shannon. La Shannon. Alors Shannon, elle traverse l'Irlande, Ouais. quasiment ce parti. Alors moi, je travaille sur la partie centre-ouest, en fait, qui est la limite du Connemara. D'accord? Avec au nord le comté de Mayo, et au-dessous tout ce qui est le Connemara. Donc, je fais pêcher la truite, je fais pêcher le saumon, et je fais pêcher le brochet. Il faut savoir quand même que l'Irlande, c'est le pays du brochet. Incontestablement. Alors, il y en a qui vous disent la truite, ouais, il y en a énormément des truites, mais elles sont souvent très petites. Dans les rivières, elles sont de taille modeste. Mais voilà, il n'y a que dans les grands lacs, en fait, où il y a des grosses, comme le lac Horrible, le lac Conne. Voilà. Alors ça, c'est pas un brochet énorme. Mais bon, vous voyez, j'ai un système de barques où on mettait 2 barques l'une sur l'autre. Alors je ne vous dis pas le boulot que c'était. Alors moi, je fais beaucoup pêcher, contrairement à la Shannon. J'ai travaillé un hier dans le Cavan, 2 années de suite. Il faut savoir que dans le Cavan, c'est saturé de monde. Il y a beaucoup de monde. Hein. Vraiment, tous les pêcheurs sont des grands centres de pêche. Moi, je préfère pêcher des petits lacs. Ça, c'est des lacs reliés à des rivières, en fait. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et là, il n'y a personne, il n'y a que nous. Hein. Il n'y a aucune pression de pêche. Là, c'est les clients au fond. Donc, c'est une rivière, ça s'appelle la rivière Suck. Alors, ça, c'est les anciens cottages que je loue. Depuis cette année, je loue un cottage qui est au bord de l'eau. Tu peux le descendre, s'il te plaît. Ah, ça, c'est Shannon. Ça, c'est Carrick-on Shannon. Ça, c'est Castlereagh. Regardez les magasins de pêche. Alors, voilà, continue. D'accord, voilà. Voilà, c'est gentil. Alors moi, je loue un cottage au bord d'un lac. Il est carrément au bord du lac. C'est un cottage 16 places, avec, il y a de mes bateaux, on en a 2, on a des kayaks, on a des flottes-tubes. Et j'y suis du 2 au 30 mai. Alors pourquoi j'ai opté pour ces dates-là? J'ai optimisé la pêche, en fait. Hein, c'est la période où il fait le moins mauvais, et c'est là où on se régale le plus, je considère, moi, avec le temps. J'ai travaillé en janvier, j'ai travaillé en février. Des fois, j'ai passé 6 à 8 mois en Irlande. Hein. Donc, en capitalisant tout ça, en réuniant tout ça, je me suis dit, je ferai que le mois de mai. Donc, voilà, je suis du 2 au 30 mai en Irlande. Alors, on fait pêcher le brochet. Donc, il faut savoir que le lac où on est, là, il y en a 2 en fait, c'est rempli de brochets et de pêche. Ils ne pêchent pas, hein. Ils s'en foutent, le brochet de la pêche.
Nous, c'est notre priorité. Je fais également pêcher de la truite dans des petites rivières qui sont magnifiques, mais un pêcheur. Là, on peut pêcher au toc. Au verre, on peut faire entre 50 et 100 truites par jour. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Alors, les gens, on ne trouve pas facilement des verres là-bas. Donc, les gens viennent avec leur verre, leur appât. Il n'y a que le verre qui est autorisé, la teigne, l'asticot, tout ça, c'est interdit. D'accord. Et ils pêchent avec de la pâte aussi, de la masse de poisson, avec un petit triple numéro 10. Ah, ça, je l'ai rarement Moi, vu. ils m'ont fait une démonstration, j'étais écœuré. Ouais, non, ouais. Mais déjà, si on part sur une base simple avec un verre, c'est terrible, terrible, terrible. Donc, il y a des gens chaque année qui viennent que pour ça, en fait. Alors là, on remet tout à l'eau. Hein. Alors, on pêche beaucoup les affluents de la Moï. La Moï qui est l'une des plus belles rivières pour le saumon d'Irlande. Après, je fais pêcher le saumon sur la rivière Moï. Sauf que ça coûte, alors c'est pas très cher, il y a des parcours qui coûtent plus cher. Pour pêcher sur les parcours publics, dirais-je, sur la Moï, à Foxford, ça coûte 50 € la journée. 25 € de permis, 25 € de droit de pêche. 60 l'année dernière, moi j'ai payé à Foxford. Ouais, chez Tienan Brothers. Moi j'ai payé, l'année dernière on a payé 50, on a pêché sur le parcours. On a payé 50. C'était en dessous le pont, là, juste avant d'arriver à Foxford. Ouais, ça s'appelle Clongly. Clongly. C'est ça qu'on dit. Ouais. Et là, effectivement, c'est un peu plus cher. Mais nous, on a encore. Vous en avez fait des saumons? Ben, ma fille en a fait un, pas moi. Ah, ça, c'est pas bon signe, ça. Non, c'est pas vrai. Mais toujours pareil. Les gens, dès que on parle d'Irlande, on pense au saumon. Il faut savoir que s'il y a de l'eau, il y a du saumon. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de saumon. Il s'en est fait beaucoup au mois de mai en Bubble Fire. Ouais. Et après, en août, quand on est retourné, moi, ce qu'il a fait. Parce qu'il y a. Avec l'hiver. Voilà, parce qu'il y avait de l'eau en fait. Ouais, il y avait Beaucoup d'eau. S'il y a de l'eau, il y a du saumon. S'il n'y a pas d'eau, il faut savoir qu'il y a la mer, l'estuaire, la rivière. Et il y a une ville qui s'appelle Ballina, qui est à la Ballina. Ben, c'est notre ville là. Ouais, j'ai plus de mer. Et en Ballina, c'est le temple du saumon. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est un entonnoir. C'est cher la journée. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme prix? Je sais plus, je me rappelle plus, mais c'était 300-400 € la journée, je crois. Oui, c'est ça. Ça fluctue en fait par rapport à la remontée de saumon. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de remontée, vous n'allez pas payer cher, vous n'allez rien prendre. Et s'il y a beaucoup de saumon, vous allez payer cher. Il faut savoir que souvent, le Rich Pool, il y a 3 cannes. Ouais. Alors quand on dit 3 cannes, à la base, ce n'est pas 3 pêcheurs. C'est 3 cannes. Il peut y avoir 2 pêcheurs sur la même canne. Ouais. C'est canne, c'est pas pêcheur. Donc il y a 3 personnes et vous les voyez, ils pêchent qu'à la mouche. Oui, oui. Et donc il y a un guide qui est derrière et qui attend avec les puisettes. Vous n'avez pas vu ça à Ballina? Ben, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont chronométrés, c'est-à-dire qu'ils ont 20 minutes pour pêcher, et après ils doivent descendre Voilà. de Ils 50 tournent. mètres et voilà. Ils tournent, ils font un rond en C'est fait. ça. Ouais, Il y en a un, le premier qui rentre, il pêche. Il se met au second poste. Il y a 3-4 postes en fait. Et il remonte. Ils font ça pendant 8 heures. C'est 6h, 14h, 14h, 22h. Ouais. Et c'est là le plus cher. C'est même décent des fois. Et là, il y a des boutiques Sims. Enfin, vous voyez, il y a des boutiques mouches. Vous avez vu les boutiques mouches? Ouais, oui, oui. C'est joli. Hein. Tous les pubs à Ballina, mais. Donc voilà, moi je fais pêcher pas à Ballina, mais je fais pêcher sur Clongly ou sur au-dessous de Foxford. Voilà, et il y a des fois on en fait, des fois on n'en fait pas. Mais tout dépendra du niveau d'eau. C'est dans toutes les rivières à saumon comme ça. D'accord? Une question, vous faites pêcher aussi le cara et le masque ou pas? Non, je parle de. Alors, je lui fais, mais ça nous fait faire des. C'est très joli, hein, la corride, la conne, la masque, mais c'est un peu plus loin quoi. Ah oui. C'est un peu plus loin. Moi je fais, comme je disais, pour le brochet, je fais pêcher les petits lacs. Ouais. Et même il y a des lacs où on ne peut pas aller en bateau, donc on a des zodiacs, on a 4 zodiacs de 3 mètres, et qu'avec des moteurs électriques. C'est des lacs qui ne sont jamais pêchés. Jamais, jamais, jamais pêchés. Parce que le lac Col, la Corrib, la Masque, il y a du monde qui pêche. Il y a même M. Perret, le chanteur. Je l'ai eu plusieurs fois. Et il a sa maison à Combe. Ouais. À Combe, c'est l'un des plus jolis villages que j'ai jamais vu. Vous êtes allé visiter le château? Oui. Moi j'adore. Ah, c'est magique. Ah là là. Et dans la semaine, s'il y a des gens, par exemple, qui viennent une semaine, s'ils veulent faire une visite, c'est là où je les amène systématiquement. Nous, on va à Combe et on va à Clifden. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de saumons à Combe. Ouais. D'ailleurs, le château, on les voit passer. Hein. Il y a des gens qui font que ça, qui pêchent que ça. C'est l'Irlande. Voilà, je vous ai présenté ma deuxième destination.
Est-ce que vous avez des questions? Le prix des permis. Oui, le prix. Très bonne question. Si vous avez dans le canal, il n'y a pas de permis pour le brochet. Un bon projet. Dans ma région, il n'y a pas de permis pour les brochets. Il y a des permis souvent quand c'est les lacs, parce qu'il faut savoir qu'en Irlande et dans beaucoup de pays anglo-saxons, ils mettent des truites dans les lacs. Par exemple, le lac O'Flynn, à côté de là où je pratique, c'est un lac, ils essaient de sortir les brochets pour mettre que des truites. Par contre, vous payez, c'est nous, sur 20 € les 21 jours. Voilà, c'est encore raisonnable. Mais effectivement, il y a des endroits où il y a des permis. Systématiquement, si une rivière saumon, vous aurez un permis. Ça, c'est... Le mot, il y a bien. Moy, la Blackwater, la Cher, toutes ces rivières-là, il y a un permis. Alors qu'il peut aller de 50 € à plusieurs centaines d'euros. Oui, les rivières à truites. Alors les rivières à truites, la plupart du temps, sont gratuites. Sauf que sur la Moy, par exemple, si vous avez des pêcheurs à saumon, ils sont prioritaires. Vous arrivez avec Canotoc, s'ils sont là, vous ne pêchez pas. Alors nous, on fait tous les affluents de la Moy. Et on se fait casser par des saumons. Hein, parce que le saumon, il ne remonte pas que la Moy, il monte les affluents. Truite de mer, saumon. On se fait exploser, mais c'est quasiment tout le temps. Hein. Mais pour la truite, jusqu'à maintenant, c'était pareil, c'est pas un poisson qui les intéresse, sauf quand ils les jettent des truites dans les lacs. Il y a des lacs connus pour ça, où ils vont pêcher au dumping, là, vous savez, le dumping, avec des mouches naturelles. Et là, c'est payant en fait. Mais le brochet, la plupart du temps, à part si c'est privé, c'est gratuit. C'est pas leur poisson, ça. Combien la journée de pêche et l'hébergement? Alors, c'est plus bas. Et les accès sont généralement commodes ou... Les accès? Alors, je vais vous dire non. Parce qu'en fait, la particularité de l'Irlande, surtout la région où je suis, comme la plupart, surtout côté Connemara, c'est beaucoup de tourbes. Donc, c'est pas comme chez nous. Alors, il y a des endroits où ils ont fait des passages, on arrive à passer. Mais comme ils ne les refont pas, ça tombe. Si vous avez un bois d'heure que vous allez en Irlande, c'est sûr qu'il est mort. Hein. Avec les barbelés, il y a des barbelés partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des moutons partout. Donc pour éviter, ça nous est arrivé de sauver des moutons qui étaient passés, et qui étaient, parce que le mouton, lui, dès qu'il a sa fourrure bien épaisse et que c'est mouillé, hop, il se plantait. On en a sauvé plusieurs comme ça. Nous aussi. Ah, vous aussi? Ouais. Incroyable. Donc, les perches sont difficilement accessibles, ça c'est clair. C'est pour ça que le carnassier, le brochet, surtout, on le pêche surtout systématiquement en bateau. Ouais, là, je les conseille. Il y a des parcours que je fais pêcher à pied. Il y en a un qui fait 7 km, mais vous le savez que vous avez fait 7 km. Il faut dire qu'à la fin de la journée, on est mort. Parce qu'il faut escalader, moi j'ai vu des clients courir avec les bœufs derrière. Hein. Il faut dire que le barbelé, vous le sautez. Hein. Parce qu'ils viennent vous voir. Ils vous foncent dessus par curiosité. Mais ils s'arrêtent au dernier moment. Moi j'en ai vu sauter les barbelés. Ouais, du bord c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Très peu. Alors les tarifs, il faut toujours parler prix. Moi en fait, nous en tant que guide, moi je ne suis pas une agence de voyage, on est obligé on ne peut pas faire des packages tout compris. Donc on a un tarif de guidage et on a un tarif après. Ouais, nous c'est 99 € la journée par pêcheur ou pêcheuse. Et après vous avez la semaine et plus basse. Alors là vous avez le bateau compris, vous avez les cannes compris, vous avez tout de... Sur le site, et après on peut faire... Vous pouvez, moi je loue au cottage, il a 16 places. Donc vous pouvez venir que pour la nuit. Nuit et petite, demi-pension ou pension complète. Voilà. La plupart du temps, les gens prennent des pensions complètes. Parce qu'il est bien compliqué d'arriver de la pêche, d'aller chercher à manger, de se faire à manger, de perdre du temps là-dessus. Moi j'ai un cuisinier qui vient, c'est sûr qu'il faut payer, mais on est débarrassé de ça. Donc vous avez tous les tarifs. Après, il y a de tout, il y en a de plus cher, il y en a de moins cher. Moi, c'est mon... Voilà. Mais moi, cette année, on a dispatché un petit peu tout ça. Ça change de fois de plus qu'on n'a pas le droit de faire en tant que guide, on n'a pas le droit de faire des packages, tout compris. L'avion, pareil. Aujourd'hui, si vous allez en Irlande, il m'est arrivé de prendre des billets d'avion à Ryanair il y a quelques années à 10 €. 30 € l'aller. Ah ouais, un truc de fou, hein. Et même une fois, j'ai gagné un voyage aller-retour, tombola dans le mandat. Je gagne jamais, j'ai gagné un aller-retour où je voulais dans l'avion. Mais vous avez des billets d'avion maintenant qui ne coûtent rien pour l'Irlande. Rien. Ça va, en fait, le tube de canne va vous coûter plus cher que votre place à vous. Un tube de canne,
80 € en moyenne aussi. Alors maintenant, on a les multivrais hein, qu'on peut très bailler partout. Donc voilà, là aussi, c'est une destination que je conseille. Si vous commencez à voyager pour la pêche, c'est vraiment la destination idéale. Voilà. Savoir qu'à partir du mois de mai, moi je suis de. Les journées sont beaucoup plus longues en fait. À 4h, 4h30, il fait chaud. Hein. Des questions sur l'Irlande? Vous avez fait aussi la truite de mer? Pardon? La truite de mer, vous la pêchez là-bas? Alors, moi je ne la pêche pas. Alors, je la pêche, le pays où il faut aller la pêcher, c'est le pays de Galles. Le pays De Galles. Ah, de Galles. Très peu connu pour la pêche, on les connaît pour le rugby. Mais moi j'ai travaillé sur la partie Devil Bridge, c'est à Aberystwyth, la côte ouest. Ouais, c'est la côte ouest. Et là, il n'y a que des rivières à truite de mer. Ils peuvent la pêcher jusqu'à des heures tardives en fait, 11h, minuit. Et dans tous les pubs au pays de Galles, sur la côte ouest, tous les pubs ont plusieurs poissons naturalisés, des truites de mer. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans. L'Irlande, moi je non. Déjà entre le brochet, la truite et le saumon. Alors en pêchant la truite, on fait des truites de mer. Hein. Oui, mais moi c'est en espèce. Je parle de Ouais. Mais si un jour vous voulez un chouette pays aussi pour ça, c'est le pays de Galles. Et la truite au pays de Galles. Il faut voir qu'ils ont beaucoup de. C'est très montagneux le pays de Galles. C'est pas plat. Il y a beaucoup de rivières à truite. Ils ont des ombres aussi. Oui, des ombres. Là, je ne le fais plus parce que ça fait beaucoup de. J'ai tout seul jusqu'à maintenant, mais je passe 10 mois de l'année dehors, ça va. 8 à 10 mois, donc ça va. Donc j'ai un peu limité. Mais vous avez l'Écosse aussi. L'Écosse, magnifique pays. Au mois de juillet et août, vous ramassez des cèpes. Partout où vous allez, il y a des bois, il y a des cèpes partout, on ne les ramasse pas. C'est assez marrant, ils ramassent des champignons de près, eux. Et donc les cèpes, des quantités de cèpes. Entre la route principale et le cottage, qui est à 800 mètres, on s'arrêtait tous les soirs pour ramasser des cèpes en rentrant de la pêche. Sacré pays de pêche aussi. Alors, petit whisky en gros. Hein. Alors là-bas, en Écosse, ils boivent le whisky avec de la viande séchée en fait. C'est assez marrant ça. Mais les whisky, chaque village ou petite ville a sa distillerie, ça c'est systématique. Que vous n'avez pas en Irlande. En Irlande, ils sont un peu plus bien. Bon, on ne va pas parler d'alcool parce que monsieur me sert de l'eau, donc... C'est bon pour l'Irlande? Et si en taille de capture par exemple, Alors, sur le brochet, il n'y a rien vu qu'ils ne s'en préoccupent voilà. pas si. On en a parlé tout à l'heure. De plus en plus maintenant, il faut savoir qu'ils sont très dynamiques sur la pêche. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment un gros gagne-pain pour eux. Donc le saumon, c'est fait. Ils ont enlevé tous les filets à tous les estuaires. Donc c'est des quantités de saumon qui remontent phénoménales. D'ailleurs, c'est un plaisir de les voir remonter. Des fois, tu te balades dans l'eau, tu les vois. Après, côté brochet, alors c'est pas partout, mais sur les lacs où je vais pêcher, moi, tu ne peux pas garder un brochet de plus de 2,5 kg. C'est marqué, il y a des panneaux. D'accord? Tout simplement parce qu'ils considèrent que c'est des reproducteurs. Voilà. Donc tout ce qui dépasse de 2,8 kg, c'est pas bon, vous allez me dire, on remet à l'eau. La seule chose qu'on peut garder, c'est des poissons trophées, au-delà de 1,10 m, 1,15 m. Mais aucun intérêt. On remet à l'eau. Voilà la réglementation, et il n'y a pas de quantité de prise, il n'y a rien du tout, quoi. Mais pour eux, toujours pareil, ils ne mangent pas de poisson, les Irlandais. Ils mangent que du saumon. Voilà. La truite, c'est même pas la tatouille. Ah non, tout à fait, non. En fait, quand vous allez... Moi, j'ai fait venir une Irlandaise chez moi avec sa fille, là, à Biarritz. Et la première chose qu'on est allé voir, c'est un magasin au champ. Et quand elle a vu l'immensité du stand de fromage, elle n'en revenait pas. Parce qu'eux, ils n'ont que du cheddar. Nos stands de fromage, il faut 10-15 mètres. Voilà, donc ils sont... En fait, les Irlandais, manger pour eux, c'est pas... C'est manger pour remplir le ventre, quoi. Alors que nous, on a la culture quand même des bons plats. On boit plus qu'ils mangent. Ouais, en fait, ils boivent beaucoup, mais ça, c'est leur culture, mais ça ne les empêche pas d'être sympas, de respecter leur pays, d'avoir des coutumes. Ils font systématiquement dans la semaine, moi je fais venir un groupe au cottage, souvent le vendredi pour l'ambiance irlandaise. Donc c'est super sympa. Ils sont tout le temps en pub, c'est sûr que leur vie c'est le pub, mais ça commence à dégringoler aussi parce que ça coûte cher une pinte. Il y a quelques années, on n'était pas contrôlé. Maintenant, tous les vendredis soirs, samedi soir, il y a des contrôles de police. Ah ouais, avant, on n'a pas contrôlé comme ça. Donc là aussi, voilà, ils ont baissé un peu leur... Il faut savoir qu'il y a 2 jours en Irlande où l'alcool n'est pas servi, je crois que c'est Noël et Pâques. Alors ça, dans les magasins, ils bloquent l'entrée de la partie alcool, en fait. Donc tu ne peux pas avoir accès à une bière ou à quoi que ce soit. Il faut savoir également, je ne sais pas si en Irlande vous l'avez revu, souvent les Irlandais le soir,
ils sont 2 ou 3, et tu dis, il y a 10-15 pintes, et tu dis, qu'est-ce qu'ils font ces 10? Et en fait, à une certaine heure de la soirée, ils ne servent plus. Il faut des provisions avant. Voilà, le bar est ouvert, enfin, le bar est ouvert. C'est ouvert le pub, mais le barman il n'est plus derrière le bar. C'est des trucs de fou ça. Hein. Alors ils ont 10-15 pintes là, c'est pas possible. Donc ils. Mais... Après, il ne faut pas acheter l'alcool avant midi, je crois. Oui, alors effectivement, tu as raison aussi, il y a des horaires, mais ça dépend les grandes surfaces entre guillemets traditionnelles, ouais. Mais il s'est monté beaucoup de Lidl, tu vois, des trucs comme ça, alors là il y a moins de respect de ces horaires-là. Mais c'est vrai que tu n'as pas droit, et puis, si je sais pas si tu as acheté une bouteille de whisky, mais ils ne te la donnent pas comme ça, ils te l'amènent dans une poche en plastique pour camoufler, pour savoir qu'il y a de l'alcool. Dans une poche quand même. Ils ne te la donnent pas comme ça. Et oui, ça me colle des bières et des whisky. Bon, on n'est pas là pour ça. Mais si vous venez en Irlande, vous en aurez un petit peu. Alors, on finit par le Brésil. Le meilleur pour la fin. Alors, on garde le meilleur pour la fin. Mais déjà, l'Espagne, ces 2 destinations que j'ai sélectionnées, je les ai sélectionnées pour leur qualité de pêche, mais pour leur qualité de vie aussi. Le Brexit, ça va changer quelque chose là, au niveau de l'Irlande? Non. Non, le commun du mortel, non. Non, je pense pas. Alors voilà, donc on finira là-dessus. J'ai beaucoup parlé, hein. Et pourtant on devait échanger, mais bon, vous avez posé des questions, c'est bien. Donc, alors ça fait 8 ans que je travaille en Amazonie. En fait, ça a commencé comme ça a commencé au centre de Clermont. Et j'ai un monsieur qui est venu me voir, qui est un chasseur professionnel, un guide de chasse en Afrique. Mais en Afrique, ça devient de plus en plus compliqué pour chasser. Donc il s'est marié une Brésilienne et il a voulu monter des camps de pêche au Brésil. Donc il m'a contacté et on a monté notre premier camp il y a 8 ans. D'accord? Donc là, on a 2 types de camps. On a un premier camp qui est sur la rivière Trombetas de Chanariva. C'est une rivière immense. C'est au-dessus de Manaus. Le poisson le plus recherché par nous et les Américains, c'est ce qu'on appelle le tucunaré, le pick-up bass. Alors, ça ressemble à une perche en fait. Ça peut aller au-delà de 10 kg. Mais je peux vous dire que moi, c'est moi qui ai pris le plus gros. Il y avait Philippe Couzé là qui était avec moi. C'est moi qui ai fait le plus gros, 9 kg. Et je m'en souviendrai toute ma vie en fait. Je l'ai pris au pied du bateau, ça a duré 20 minutes le combat. Ils font des sauts en fait dans tous les sens. C'est le poisson, l'un des poissons le plus combatifs du Brésil et c'est celui qui est le plus recherché. Il faut savoir que sur le premier camp, donc sur le lago Preto, au bout de 4-5 jours, on n'a plus de viande. Donc on mange que du poisson. Donc la cuisinière nous demande de garder le poisson qu'on veut, la taille, et systématiquement je prends ce poisson-là. Voilà, parce qu'ils le font griller, le font en sauce. C'est vraiment le poisson emblématique du Brésil qu'on trouve partout, alors avec des couleurs différentes, il peut être azul, bleu, orange, rouge, jaune, c'est magique. Et alors ils attaquent beaucoup à l'heure de surface, c'est ça tout l'intérêt des pêcheurs. On le voit arriver avec la dorsale là, qui vous explose les vifs. Hein. Les leurres, on pêche qu'au leurre. Alors pourquoi on ne pêche pas au vif dans la journée? Parce qu'il y a des piranhas. Et vous mettez un vif à l'eau, vous avez 3 secondes, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus rien. Même à leur souple, hein, là-bas. On leur souffle. Tu as raison. Attends, c'est là. Alors moi, chaque année, bien sûr, j'ai des énergumènes qui viennent, mais très sympathiques, et qui viennent, je leur dis, amenez pas de leur souffle dessus, on va essayer. Ah, non, alors, tu lances une fois, tu n'as plus rien, mais comme ils n'ont pas compris, ils relâchent une seconde fois, non, 3 fois des fois. Et je leur dis, ne lancez plus. Je savais pas lancer 3 fois le même. C'est clair, non, tu ne peux pas lancer. Aucun morceau à droite à gauche, à la fin. Et par rapport aux piranhas, toujours pareil, quand j'ai commencé, vous arrivez là-bas, vous découvrez, vous dites, c'est pas possible. Les Indiens se baignent, plongent dans l'eau. Et moi, j'étais avec eux, quand j'ai commencé mes séjours, je vivais avec les Indiens. Et j'ai appris, on a les piranhas qui sont autour de nous. Il faut savoir qu'ils ne vous attaquent que si vous saignez abondamment, en fait. Il nous arrive de prendre des poissons à 10-20 mètres du bord, le ramener, et au pied du bateau, il reste la tête et l'arête. Et une fois, j'ai fait l'expérience, j'ai laissé ça, ce qu'on appelle un traïra, un imara, hein, mais petit. Je l'ai amené jusqu'au pied du bateau et je le remontais comme ça tout doucement. Ils étaient comme ça, en train de le bouffer, quoi. Incroyable. À partir du moment où il saignait, il est blessé. Donc nous, ça c'est les gens, c'est les aventuriers, tous les gens qu'on amène. Parce que là on n'a pas, bon, à part cette année, on a monté des chalets, mais avant on dormait dans des hamacs
c'était l'aventure absolue. Le Koh-Lanta, à côté, c'est de la rigolade. D'accord? Donc voilà. C'est une aventure extrême. Au départ, on pense beaucoup au danger, mais au bout de quelques jours, on n'y pense plus. Parce qu'en fait, les animaux dangereux ne viennent pas vous embêter. La seule chose qui peut gêner un peu, sur le lago Preto, il y a des moustiques ou la bouche de sable. Mais moi, je suis toujours en short, j'ai jamais eu de problème. Il y a des peaux qui sont plus ou moins... qui s'adaptent facilement. Ici, ce qu'on remarque sur ce poisson, vous avez un point noir là. Oui. Vous savez pourquoi? Ceux qui sont déjà allés. En fait, ouais, ça représente un œil. En fait, le prédateur, parce qu'il y a des prédateurs partout, parce que lui seul, c'est une bombe, mais il a des prédateurs. Et les prédateurs, il y en a souvent, tu as vu, quand on les prend, quand on les ramène, ils ont la queue bouffée en fait. Ils sont bouffés par des piranhas, par d'autres poissons. Très peu de poissons qui ne sont pas abîmés. Ouais, très peu de poissons qui ne sont pas abîmés. Mais en fait, entre eux, c'est la jungle au fond. Hein. Donc, cet œil noir qu'on a à l'arrière, qui est sur plusieurs poissons, comme le bicuda par exemple, ça représente la tête en fait. Et il passe le prédateur qui attaque la tête. Donc en fait, on a systématiquement, il a raison, vous voyez là, la queue elle est un peu bouffée là. La queue bouffée, voilà. Donc ça, c'est le poisson qu'on recherche le plus. D'accord? Après, je te l'ai fait travailler. Mais attention, là, on pêche avec du light souvent. Hein. Donc ce qui veut dire 7,21 ou 7,28, enfin, je parle un peu plus technique, en tresse, on va utiliser du 16,19, 16 en limite. Et surtout sur la rivière Trombetta, il y a beaucoup de rochers en fait. Parce qu'ils s'en servent d'appui, hein, donc ils vous pètent la tresse. Et en bas de ligne, on met en moyenne entre, moi je mets 50, et je me fais casser des fois, donc 60-70. Tu mettais ça? Ouais, du gros. Ouais, tu mets du gros, ouais. Parce qu'en fait, ouais. Mais moi, la première fois que je suis allé, j'ai cassé le canne. Hein. Il y a un bicuda qui m'a pris, il est passé sous le bateau à une telle vitesse, parce que là, vous le poisson, vous le prenez à 10 mètres, mais en 3 secondes, il vous a fait 30 mètres. Qu'est-ce que vous appelez le bicuda? C'est le brochet brésilien, on va voir, je vais t'en montrer. Le peso, là. Le peso. Moi, je suis allé c'était au Pérou. Ah, ça, je vais te montrer. C'est le brochet brésilien, en fait. Alors donc, vous avez plusieurs couleurs. C'est magnifique. Alors, il faut savoir que vous le sortez de l'eau, c'est magique. Mais au bout de quelques secondes, il ternissent, en fait. Toutes les couleurs deviennent pâles. En quelques secondes. Alors que quand dans l'eau, là, quand il sort, c'est magique. Et dès qu'il sort de l'eau, il change de couleur. Vous avez vu la gueule que ça? Ça, c'est impressionnant. Celui-là, ça devait faire 4 kg, celui-là 4-5 kg aussi. On remonte. Voilà, toujours les picoques. C'est très joli comme poisson. Les photos ne donnent pas bien, mais il faut voir que c'est vraiment... Alors, la particularité, c'est que le mâle, il a une bosse. C'est comme ça qu'on le distingue de la femelle. Voilà. Vous voyez, le mâle, il a une bosse. On la voit bien. Ici, un des poissons combatifs que j'ai eu à combattre aussi au Brésil s'appelle l'arguana. Alors ça, c'est les bombes. Ils sont toujours en groupe, on les voit en surface. Et en fait, quand on les voit naviguer en surface, on lance devant ou sur le côté, systématiquement ils y viennent. Et là, c'est un poisson très combatif. Il a 2 petites moustaches là. Mais il se décroche beaucoup en fait. Donc, c'est aussi un poisson, on ne mange pas parce qu'il est rempli d'arêtes. Et c'est un poisson vraiment extraordinaire au niveau du combat et de la touche. On continue, on descend. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Ça, c'est un guana. Toujours pareil. Voilà. Un poisson extraordinaire du Brésil. Vous savez ce que c'est ça? C'est le cachorra. Dent de chien en fait. Il a les gencives ici. Il rentre dans la partie haute. Ça, c'est des monstres. Hein. Cachorra. Et en fait, ça peut faire ça peut faire le plus gros qu'on ait pris 8 à 10 kg. Et celui-là fait 7 kg. Et 8 à 10 kg. Pareil, hein, c'est des monstres. Hein. Et ça, tout ça se mélange. Tous ces prédateurs sont ensemble. Hein. Tout qu'on arrive, vous le connaissez, ce gars-là, non? Oui. Marc. Vous avez des sous-espèces de peacock que je vois qu'il y a beaucoup de piquetis en photo. Alors ça, il faut les parcours qu'on a en fait. Ouais. Sur la rivière, là pour Preto, c'est le même. Mais sur la rivière Trombetta, il y en a plusieurs sortes en fait, d'espèces. Ouais, vous avez quoi? Alors le nom, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas scientifique. Mais il y a un petit en fait qui a un nom spécial, qui est que moucheté. Il y en a un autre qui est jaune-bleu, je ne pourrais pas te dire. Mais il y en a plusieurs, il y en a moins de 3 en fait. Et là, il faudrait demander à Philippe Crouzet qui était avec moi cette année, que vous connaissez, oui. Et qui était avec moi sur la même semaine, lui il est un peu plus ciblé là-dessus. Moi je sais que j'appelle le tokunari, parce qu'en fait là-bas les Indiens l'appellent tokunari, ils sont allumés. C'est des poissons extraordinaires, extraordinaires.
On descend un petit peu, alors je ne sais pas si on le voit, le dernier poisson. Alors ça c'est l'organisateur. D'accord. Vous connaissez Eric Legris aussi, non? C'est un guide aussi, non? Okay. Voilà. Donc ça c'est l'organisateur, c'est un monsieur qui ne pêche pas du tout, mais qui organise super, qui est un ancien guide de chasse professionnel. Donc voilà. Donc sur le Brésis, là aussi, on a deux parcours. On a un parcours sur une rivière Trombetas. Alors là c'est de la folie, ça bastonne. Hein. Et on a Lago Preto, on a un lac à nous seuls, on a un loup et une droit de pêche aux Indiens qui fait 18 km de long. Voilà, alors là vous avez toutes les espèces de poissons. Et sur ce Lago Preto, c'est là qu'on pêche les arapailles. Donc 2 m 20, 2 m 30, ça c'est extraordinaire. Une matinée, moi, entre deux groupes de clients, je suis resté au camp, et là, le camp, il fallait y rester, on n'avait rien mangé. La seule chose qu'on avait mangé, c'est le poisson du riz. Je suis allé pêcher la rapaillement une matinée, j'en ai vu 10 en fait. Et en fait, la rapaillement, la particularité, ils sortent de l'eau, et en replongeant, ils claquent de la queue. Paf, ça fait comme un coup de fusil. Donc moi, je me suis mis au milieu, et j'ai commencé à en boire un, j'ai lancé devant. Il faut lancer devant avec un leurre en fait. Et on voit les bulles avancer. Donc on lance devant, et 9 chances sur 10, on le fait en fait, on le touche. Par contre, on le décroche. D'accord? Donc sur 10 poissons que j'ai pu avoir, j'en ai sorti qu'un. Tous les autres m'ont ouvert les anneaux brisés, m'ont ouvert les triples, se sont décrochés, et j'ai pu en sortir un qui n'était pas le plus gros, qui devait faire 1,80 m. Mais tous les autres, alors la particularité, quand on le prend ce poisson, même en pleine journée, parce qu'il y en a qui me disent on le prend que le soir, c'est faux. Moi je l'ai pris qu'au leurre, je ne voulais pas pêcher au vif. Il vous fait des sauts. Donc vous avez 2 mètres, il sort de l'eau. Il vous fait 2 à 3 sauts. Comme ça. C'est impressionnant. C'est l'un des poissons les plus combatifs que j'ai eu à combattre dans ma vie de pêcheur. Et le soir, on le pêche au vif. Il faut savoir que dans la journée, comme je disais, on ne peut pas pêcher au vif parce que les piranhas vous mangent tout. Et le soir, on part avec une ligne chacun. On se met au milieu. On a repéré déjà avec les sondeurs, on repère les trous. Et en fait, c'est quasiment tous les soirs qu'on a 2 à 3 touches par pêcheur. Alors on ne les remonte pas tous. C'est le dernier qu'on a remonté 2,20 m. Alors je ne l'ai pas en photo là, c'est dommage. Mais le gars, il revient chaque année pour pêcher la rapaillement. Alors sachant que c'est un poisson très fragile. Un poisson chat là. Ouais, alors il y a pareil, les ingénieurs scientifiques, il y a un poisson, il y a un poisson. Alors là, le pirara, c'est le pire des pires. Parce que ça, la rapaillement, c'est pirarucu, mais le pirara, c'est une bombe. C'est-à-dire qu'il y a 3 quarts de gueule, un peu comme moi, et un quart de corps. Vous en avez pêché? Non, mais c'est. Et il y en a plein de passionné d'aquariophilie, et du coup, c'est des espèces qui. Ça, c'est le poisson chat, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Autant le silure, il va jouer sur sa force, etc. Sa taille, il va sonder autant que lui. Tu as une touche, tu sais que c'est lui. Hein. Il part comme une flèche. Comme une flèche, et tu peux rien faire. Hein. Tant qu'il ne s'arrête pas, tu peux rien faire. Ah oui, tu laisses faire, sinon il t'explose tout. Même si tu es monté à 100 centièmes. Hein. Et il y a beaucoup de raies aussi. Ouais. Les raies, on les prend, elles font 50-60 kg, c'est impressionnant. Hein. Moi, le premier poisson que j'ai pris en Amazonie, il y a 8 ans, parce que bon, quand on arrive là-bas, on monte le camp. Il n'était pas monté le camp, on l'a fait comme à Koh Lanta, bien pire. Hein. Et on est arrivé, et tout de suite on voulait pêcher, donc on est allé pêcher dans une anse à côté. Je lance un popper, j'ai pris un caïman. Et un caïman qui faisait 1 mètre à peu près, mais comment tu le prends quoi? Comment tu le prends le caïman? Donc il était bien accroché, parce que souvent avec les gueules on arrive sur des croches, hein, où tu ouvres le triple, donc je l'ai traîné jusqu'au camp le bateau, et les Indiens m'ont montré comment le prendre. En fait, le cuisiner aussi, non? Le cuisiner? Il aime bien ça. Ah ça c'est super bon. Hein. Ouais, et en fait, dans le groupe de l'assistance, il y avait un ancien, c'est interdit de tuer le caïman. C'est là que tu fais la prise, on sait tout de suite. Hein. Et c'est un ancien chasseur professionnel de caïman. Donc il faisait que ça. Donc un soir je suis parti avec lui, il en a tué 4. Ça a pris un quart d'heure. Alors tu as un gars qui, lui il est devant, avec une lampe et une lance. Ouais. Moi j'étais au milieu, et derrière il y a le conducteur. Alors il repère en fait, plus les yeux, la nuit, parce que la nuit il y en a partout, hein, et tu les vois, tu en vois peu dans la journée, tu en vois. Et la nuit, plus les yeux sont écartés, plus il est gros. Donc il choisissait. Donc en fait, avec la lumière, il fait ça. Et le caïman, tu peux presque le caresser en fait. Il ne bouge plus. Il prend la lance, clac, et après il le remonte. 2-3 coups de machette, il est sur le bateau.
Et quand tu as 3 ou 4 caïmans dans le bateau, je peux dire que tu laves les pieds même s'ils sont morts. Donc voilà, et c'est interdit actuellement. Par contre, moi je n'aime pas tuer les animaux, donc mais si l'Indien nous ramène, on le mange. C'est super bon, ça a un goût de poulet, tu sais, c'est un peu, c'est bon, on mange de la tortue. Je n'ai pas mangé là-bas, on a fait de la capture surtout sur des juvéniles pour release, et puis c'était... Ouais, parce qu'en fait, le caïman, tu as vu ce que tu manges que la partie entre les 2 pattes arrière et l'anus. Toute la partie corps, tu la manges pas, quoi. Donc ça fait des rôtis comme ça pour un poste. Mais c'est super bon, on mange de la tortue, des tortilles qui font entre 20 et 30 kilos. Les Indiens, c'est les seuls qui ont le droit de chasser, de pêcher chez eux en fait, là-bas. Les restes sont venimeuses là-bas? Ouais. Ouais, on parle piranha, on parle de serpents, on parle de plein de prédateurs qui pour nous paraissent dangereux, mais pour eux, ce qui est le plus dangereux dans l'eau, c'est l'arête. Et elle, en fait, dès qu'ils en voient une, que ce soit indien ou portugais, il la coupe en deux en fait. Parce que tu marches dessus, il y en a partout. Il y a des endroits où elles sont dans le sable, tu en as partout. Moi, c'est la première chose, alors c'est eux qui m'ont appris, c'est la première chose que je regarde dans l'eau. Parce qu'il y a des endroits sur la Javae, la première année, où il fallait sortir les bateaux et pousser en fait. On ne pouvait pas longer tout le long, donc on était obligé de descendre. Alors moi j'avais gardé des tennis. Et savoir que là-bas aussi, en Amazonie, dans le sable, il y a eu comme une vive en fait. Et si tu mets le pied dessus, tu hurles la mort. Tu hurles la mort. Donc voilà, la raie fait partie des prédateurs. Mais la petite raie, c'est des petites raies qui sont comme ça, qui sont la raie léopard, mais les grosses raies, là, on dirait les raies manta, on n'a jamais eu de problème. Bon, les dangers, il y en a bien sûr, mais au départ, moi, j'y pensais, on me rappelle, pour les premières semaines, oh là là, je sais pas bien. Dès que tu entends un bruit, tu vas de la tente aux toilettes, t'es armé. Après, non, t'oublies. On a eu des anacondas, on a eu des caïmans, des jaguars. Il faut savoir que l'animal le plus dangereux, c'est le jaguar là-bas. Il tue l'homme. Hein. Là, il y a 2 ans, on était sur la barque, j'avais 2 clients, et puis j'entends un bruit. Je crois que c'est des chevaux sauvages. C'était des tapirs, le mâle et la femelle. Et un tapir mâle, ça peut faire 300 kg. Et en fait, on est arrivé à 50 mètres. Ils nous ont regardé tous les deux, ils étaient en train de s'amuser, je sais pas si vous êtes. Ils sont partis dans le bois, on commençait à râler parce qu'on a pu faire que quelques photos. Quelques secondes après, ils nous ont chargés en fait. Ils sont ressortis du bois, ils ont traversé la bande de sable. Et les deux sont venus vers nous. La femelle s'est décalée vers la gauche, le mâle, il nous a attaqués. Et en fait, ils ont une trompe qui est coupée, il avait la gueule ouverte et des dents, c'était pas beau. Et jusqu'au pied du bateau, j'ai posé la caméra, je le filmais. J'ai pris la rame pour lui taper sur la tête. Et il a fait demi-tour. Le tapir, on est compte d'un tapir, parce que ça mange que des feuilles, ce truc-là. Et 300 kilos, puis il se rapproche, plus il est gros. Les hippopotames, ils attaquent. En fait, là-bas, on a les... Dans chaque pays où je vais, j'ai une casquette. Là-bas, c'est les chapeaux de cow-boy, des chapeaux dans mon camping. Chaque pays où je vais, voilà, chez moi, je porte le béret. En Irlande, je porte ça. En Écosse et en Espagne, je porte le chapeau normal, casquette. Et en Amazonie, je porte un chapeau de cow-boy. Voilà. Des questions sur l'Amazonie. Alors, les tarifs 2020, on les a pas. C'est lui qui doit me les communiquer. Si vous m'envoyez un message, je vais vous laisser des cartes. Je vous dirai les prix. Hein. Sachant que c'est... jusqu'à maintenant, on faisait des séjours de 10 jours. On les a réduits à 6 jours. Voilà, parce qu'en fait, pour le coût, et voilà, vous voyez le mâle et la bosse. Alors, il ne donne pas grand-chose, là, mais il devient 4 kg, 4 kg demi. Par contre, là, en Amazonie, vous êtes seul, vous êtes bien. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de facture. Vous venez aux toilettes les plus pleines. Les nuits étoilées. Ouais. Et puis, tu sais, le soir, on traîne entre pêcheurs, il y a tellement de belles histoires, parce que chacun a son histoire à raconter. J'ai vu l'un des plus beaux oiseaux que j'ai jamais vu, c'est le toucan. J'en ai vu des toucans magnifiques. Tu t'arrêtes de pêcher, tu regardes ça. L'endroit où on est là, sur le lago Preto, c'est l'endroit du monde où il y a le plus d'espèces d'oiseaux, plus de 1000 espèces d'oiseaux. Donc ça va du colibri comme ça, c'est marrant hein, le colibri, jusqu'au touyuyu. Le touyuyu, c'est un échassier qui fait 1m70. Vous avez dû le voir sur des vidéos. Hein. Et vous régalez autant de la pêche que de la nature en fait. Par moment, on oublie même la pêche. Mais là, vous arrêtez là, en Amazonie, du moins là où on est, vous arrêtez de pêcher parce que vous avez mal au bras. Toute la journée à prendre du poisson, vous arrivez un client de faire 100 tucunari dans la journée. Alors je
je vous mets un chiffre rond, mais c'est entre 80 et 100 poissons. Quand vous prenez 80 ou 100 poissons comme ça, vous en avez marre. Même Philippe Cousé, là, à la fin de la journée, il en avait plein d'eau. Ouais, ça fatigue de toute façon en bateau comme ça là-bas, avec l'humidité, la chaleur, le moite, tout ça, c'est. Et du coup, ça vous arrive de faire par exemple moins pêcher sur une journée, se reposer un peu et faire par exemple une nuit spécialement pour les gros chats? Alors ça, c'est la demande du client. C'est la demande du Ouais. client. Il nous arrive même... Alors moi, je suis un gars qui ne suis pas très fort le soir. Et, quand on a 2 ou 3 KPNA, bon, dans la Nord, mais en fait, c'est la demande du client. On peut l'accompagner tous les soirs, hein, sachant qu'on arrête vers 9h30, 10h. Ouais. Après, on revient au camp, mais on pêche, on part avec l'arapaillement. Si tu vas avoir la chance d'avoir un arapaillement ou un pirara, c'est le soir. Donc il y a des gens qui viennent pour ça, il y en a qui viennent pêcher le gros. Et, après, dans la journée, tu peux pêcher tous les autres poissons. Mais on s'adapte, c'est la demande, Il y a juste au lago Preto. Alors, lago Preto, pourquoi? Parce que c'est notre camp à nous. Sur la rivière Trombetas, on travaille avec une posada. Et les posadas, sur la rivière Trombetas, c'est des descendants d'esclaves, en fait, africains, qui se sont installés là, et qui ont monté ça, en fait. Donc, les posadas, c'est une sorte de pension complète. Donc, tu as les horaires respectés, quand même. Tandis qu'au camp de pêche, où on a, sur la lago Preto, on n'a pas d'horaire. Si tu n'as pas envie de manger avec nous le soir, mais tu mangeras après quand tu rentres. Les cuisinières sont toujours là. Mais c'est vrai que si tu vas avoir la chance de faire un rapaillement, une grosse raie, un pirara, c'est le soir. Mais c'est rare quand le client n'en fait pas. C'est rare quand personne ne vient, il n'en fait pas. Parce que là-bas, ils sont protégés en fait. On n'a pas le droit de les chasser. La pirara, c'est un poisson protégé. On le trouve sur le marché à Manaus, mais c'est des poissons d'élevage. Je me rappelle jamais, le pirara, c'est le gris. Ouais, alors celui qui est rouge. Non, oui, rouge c'est orangé. la taille, oui, pardon. Et le plus gros, c'est le Piraiba. Ouais, celui-là, je n'en ai jamais pris. Vous en avez jamais? Non. Alors, sur le camp, on en a pris. Mais moi, je n'en ai jamais pris. Alors, je ne peux pas te dire. Mais les autres, oui. Et puis le soir, quand tu es le soir, que là, tu as 2 ou 3 pêcheurs, on est 2 ou 3, il y a toujours un guide pour 2 barques. Tu tailles tout, ça part. Tu remontes, tu vois 2 yeux rouges qui montent. Caïman, 3 mètres, 4 mètres, tu es au bout de la lignée. Là, tu coupes. Ah bah, 4 mètres, ouais. En fait, c'est pas que c'est dangereux, c'est que jamais tu pourras le ramener. Parce qu'en fait, ils se mettent au fond, ils se mettent dans le sable, et tu peux tirer avec toute la force, même à 2 ou 3, tu le remontes, donc tu coupes. Et après, il faut savoir que tous ces caïmans sont opportunistes. Dès qu'ils voient une animation sur l'eau, ils viennent autour de toi, ils viennent voir ce qui s'y passe. Tu lances ton vif, ils viennent gratter. S'ils ont vu ton vif, ils vont le chercher au fond. Hein. Combien de fois on a eu ce type d'engin au bout là? Et là, tu fais pas le malin, tu coupes. Après, mais si vous voulez du gros poisson. C'est le jeu là-bas. C'est le jeu, ouais. C'est le jeu, on va dire que... électrique aussi, c'est moins drôle quoi. Alors, ça, très bien aussi ce que tu dis. C'est hyper dangereux l'anguille électrique en fait. Elles sont énormes les anguilles. Moi j'en ai pris 2 une fois la cuillère. Et 2 fois, en fait l'anguille, la particularité électrique, c'est qu'elle remonte à surface pour s'oxygéner en fait, comme le rapaillement. Alors tu la vois, on dirait un morceau de bois qui monte, pouf, ça ouvre la bouche, ça redescend. J'en ai pris 2 la cuillère et j'aurais coupé. Mais en tirant 2 ou 3 coups, elles se sont arrachées. Mais il y en a partout en fait. On les entend Ouais. La nuit on passera en bas. Oui, bien sûr. T'entends les piranhas aussi, qui viennent claquer en surface et les dents. Ça bouge tout le temps en Amazonie, la nuit, le jour. Même dans les grandes villes, ça bouge beaucoup. Et il y a les singes hurleurs. Ouais, les singes. C'est tout le temps, tout le temps. Et en gros, là, sur une journée de pêche ou sur un séjour pêche où on essaye un peu tout, on peut attraper combien d'espèces de poissons? Alors, moi, concrètement, je vais te dire, parce que je les ai bien en tête, il y a le tucunare dans le picoque, il y a l'arouana, celui avec la barbichette, le bicuda, le cachora, il y a un poisson qui s'appelle aussi la courbina, ça fait déjà 5. Tu as l'Oscar, 6, vous avez pris des Oscars, c'est pas très gros, mais ça y va. Piranha, tu as le piranha rouge, tu as le piranha jaune, tu as le piranha noir. Un piranha noir, ça peut faire 4-5 kilos. Là, ça combat aussi. Donc, on va dire sur une journée, une dizaine de poissons. Différence. Et des poissons, j'en ai pris, je ne sais même pas ce que c'est. Hein. D'ailleurs, tu ne touches pas. Hein. Tu le tiens comme ça, on dirait, ça ondule dans tous les sens, c'est chargé d'électricité en fait. Tu coupes, tu ne discutes pas. Et même, je suis sûr qu'il y a des poissons qu'on ne connaît même pas l'existence. Hein.
ou même l'origine, etc. Mais la variété, une dizaine de poissons. Mais tu vas... Pourquoi? Parce que, alors, pourquoi également une dizaine de poissons? Parce qu'on va beaucoup pêcher les poissons de surface. Ça te limite le nombre de poissons que tu peux prendre. Si tu vas plus en profondeur, tu vas prendre pirara, pirarucu, ray, tu vas prendre cachora aussi parce qu'ils sont beaucoup sous l'eau. Donc tu pourras doubler ton nombre de poissons. Et Zaimara, c'est plus dans les eaux vives, non? Alors, Aymara ou Traira, ça s'appelle. Aymara qui s'appelle Aymara quand il est plus gros en fait. Et c'est souvent, alors, tu l'as, le Traira, soit tu l'as bordure dans de la vase, soit sur la trombetta, tu l'as dans les courants. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là, ce poisson-là? Parce que l'eau est claire, tu les vois au fond. Et un leurre qui passe devant, il attaque. Par contre, le Traira, voilà, Aymara, ton leurre, tu le sors, il est foutu. La plupart du temps, tu peux faire que 2 ou 3 poissons, même avec l'un dur. Hein. Il te le fracasse. Les tripes, il te les mâche, tu te dis, c'est pas possible. Et tu as vu les combats avec ça, pardon. Tu as vu les combats. Et tu dis, c'est pas possible, d'où ils sortent ces amis. Alors tu peux l'avoir dans l'eau vive, dans les profondeurs, un peu partout en fait. Mais toujours pareil, c'est des poissons qu'on recherche ça. Parce qu'ils te procurent un plaisir, un bonheur au combat. Alors moi souvent on me dit le cendre, ouais, je le fais pêcher parce que c'est pas loin. Mais moi le cendre à part la touche, ça ne m'intéresse pas beaucoup quoi. Parce que le combat, je sais pas vous, peut-être qu'ils combattent un peu plus, ils combattent un peu plus ici. Mais c'est pas un poisson très combatif. Hein. Alors que les poissons exotiques, ça combat, mais alors c'est bon, qu'importe le poisson. Hein. Vous avez essayé les cuillères là-bas, les bonnes vieilles mètres? Oui, on a essayé, bien sûr. Bien, ça. Alors, j'ai un Belge qui vient chaque année avec moi, et qui vient sur le lago Preto, il pêche quasiment qu'à la cuillère. Alors ce qu'il y a de bien, c'est pas compliqué avec lui. Tu le mets sur des bandes de sable, pendant une demi-journée, il pêche que les piranhas. Et puis la cuillère, et puis voir. Hein. Les picoques aussi. Hein. Ouais, alors bien sûr. Et sur le parcours où je le laisse, il aime pêcher les piranhas, il n'aime pas le reste. Et en fait, il nous prend les piranhas pour pêcher la rapaille le soir. Mais effectivement, on pêche la cuillère, les choses les plus simples. Parce que tu as des leurres à 20-30 euros, tu lances, tu prends deux Aymara, il est mort ton leurre. Hein. Tu n'as plus de couleur, tu n'as plus de triple, tu n'as plus rien. Quoi. Alors, on n'en parle pas si c'est des articulés. Si c'est des swingbaits, qu'est-ce que j'ai les swingbaits? C'est des 7, tu sais, j'ai amené ça cette année. Alors tu peux changer la queue, mais à chaque poisson, tu changes la queue, elle est morte. Quoi. Le seul truc qui a pu tenir les 5 jours de pêche que j'ai fait là-bas, c'est les cuillères, les MEPS. Voilà. Les bordées tournantes ou en bien sûr. Les choses simples. Les choses simples. C'est ça qui tenait le coup, tout le reste, et puis là-bas où on pêche, ils ne savent pas ce que c'est qu'un leurre. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu de pêcheur. Parce que les Brésiliens là-bas, surtout, c'est les gens qui n'ont pas trop d'argent, l'assistance qu'on a. Hein. Donc ils n'ont pas de canne à pêche. Tu as vu comme ils font avec un fil, ils tournent comme ça, ils ont le leurre au bout, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien, ils lancent comme. Les gens avec qui je pêchais, le bas de ligne acier c'était un trombone. Ouais. L'hameçon c'était un clou tordu rouillé et un bout de poisson. Voilà, c'était comme ça. Mais par contre, il en faisait autant que moi. Ah, bien sûr. Nous alors. Il a fait les premiers pick-up, il les a sortis pour moi alors que j'avais ma canne. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, chaque année, si tu veux, quand on est sur un séjour, on est obligé, c'est la coutume là-bas, de donner 100 euros par client. Donc moi, au lieu de donner 100 euros, d'abord, je ne donne jamais rien. Je ne fais jamais rien. Si je donne une canne, un moulier. Je laisse une canne moulinée, une boîte de leurre. Et ils sont contents. Hein. Parce que quand tu leur donnes l'argent, souvent, malheureusement, c'est soit pour les prostituées, soit pour la drogue, soit pour l'alcool. Donc je préfère leur donner, ils sont contents. Voilà. Des questions sur le Brésil? Le coût du séjour, bon, c'était sur 10 jours, mais cette année, c'était. Alors, l'enveloppe qu'il faut. C'est pas une enveloppe qu'il faut aussi, il le marre. Il y a 200 l'heure. C'est pas une enveloppe. Alors, déjà pour un petit avion. L'année dernière, ils me l'ont pris au mois de mars. J'ai payé 617 € aller-retour. C'est pas cher. C'est moins cher que de venir de Lourdes à Lyon. Hein. Et après, sur le budget de mémoire, parce que là, ça va changer cette année. On faisait des séjours de 10 jours. C'était 2890 €. Pour 10 jours de pêche, c'est pas beaucoup dans les pays comme ça. Alors, par contre, il y a des concurrents, il y a un bateau qui fait ça, un gars connu, il y a un bateau avec des barques derrière, climatisées et tout, ça coûte 5-6 000 €, un truc comme ça. Nous, c'est la moitié. Voilà. Alors, cette année, les prix vont sans doute baisser parce qu'on passe à 6 jours. Mais déjà, 6 jours de pêche, c'est bien. 6 jours de pêche, c'est bien.
On s'est rendu compte qu'à 10 jours, les gens étaient fatigués en fait. Parce que vivre en Amazonie, c'est pas vivre ici, quoi. Je peux vous dire que moi, je pars toujours une semaine souvent avec des clients pour m'adapter. Je fais 100 kilos, mon corps, j'ai plus 20 ans, il faut 2 à 3 jours. Après, je suis comme un Indien. Mais pendant 2 ou 3 jours, le corps se métamorphose un petit peu, s'adapte. Et voilà. Mais 6 jours de pêche, c'est bien. Donc ça sera autour de 2004-2005, je pense. Plus le billet d'avion. Plus le pourboire. Et au niveau des périodes de pêche? Alors nous, on y est de juillet à fin octobre. Pourquoi pas avant, pas après? C'est la saison des pluies. Alors la saison des pluies, non seulement c'est dangereux, les insectes, les serpents, les machines, mais il y a de l'eau partout en fait. L'eau elle monte tellement vite qu'elle passe dans les forêts. On n'a plus aucun repère. Même le camp de base qu'on a sur la Java, il est inondé. Donc le meilleur moment, moi je vous conseille, si un jour, parce que là aussi c'est un voyage d'exception. D'exception, je leur dis bien d'exception. Il faut choisir septembre-octobre. De toute façon, moi j'y suis septembre-octobre. Voilà. Même pour le prix des billets d'avion, c'est moins cher que si vous partez en juillet-août, c'est très cher. Voilà, il faut regarder tout ça en fait. Moi, le septembre-octobre, on n'a jamais été déçu. Et au niveau de l'organisation, le camp de base, s'il y a des non-pêcheurs, c'est possible ou pas du tout? Oui. Alors, on va très bien prévoir la question aussi. Ça, c'est chez Decathlon, chez les mêmes. C'est là où je travaille. Et en fait, on a une structure qui s'occupe que de la pêche. Et on a ce monsieur-là, qui est l'organisateur, qui est au salon, qui sort au salon. Moi, je ne suis pas parce que je guide vendredi, samedi, dimanche. Et lui, il s'occupe de tout ce qui est nature. Alors, ils partent en forêt. Ils vont visiter, ils découvrent des chemins. Il y a autant de gens qui viennent et qui sont des photographes, des animaliers, des gens qui font de la randonnée, que de pêcheurs. Parce que là-bas, la nature est extraordinaire. Il faut savoir là-bas qu'il y a la rivière ou le lac, il y a la forêt, et derrière, il y a des prairies. Dans les prairies, il y a tous les animaux sauvages, c'est magique. Et dans les arbres, il y a les... Donc, effectivement, on fait beaucoup de séjours découvertes de la nature. On a des spécialistes d'oiseaux qui viennent. C'est lui qui m'a dit qu'il y avait plus de 1000 espèces d'oiseaux. J'ai passé une matinée avec lui. Il a plusieurs bouquins, il m'a expliqué. C'est hyper enrichissant. Il n'y a pas que la pêche. Voilà, donc on fait pour les non-pêcheurs, bien sûr. Il y a un âge minimum sous lequel vous acceptez ça? Alors moi j'ai mon fils qui a 19 ans. C'est quand même une aventure extrême. Quand j'en ai marre, moi il voulait venir plusieurs fois, j'aurais pu l'amener, mais je trouve que c'est quand même un petit peu dangereux. Il faut toujours un petit peu dans l'observation, dans le regard qui... Il ne faut pas marcher comme ça, comme je marche en jeune, il faut toujours avoir l'œil qui est par là. Voilà. Et non, c'est franchement joli. Alors comme là, cette année j'ai failli me faire piquer par un serpent. Et quand il m'a piqué, il va piquer dans la semelle, il va taper dans la semelle. S'il me prend, je ne suis plus là, quoi. Mais bon, c'est ma faute, hein, parce que je n'ai pas... Quand on va de l'ancien camp, quand on allait des tentes aux toilettes, c'est sûr qu'on a... Moi j'avais un coucou avec moi. On regardait un peu partout. Il faut savoir qu'un camp de pêche en Amazonie, il n'y a pas une feuille dans le camp. Il y a de la fumée autour. Et le moindre petite feuille, il peut y avoir un scorpion, un truc comme ça. Donc c'est toujours propre le camp. Mais c'est vrai que amener des gamins, moi c'est risqué. Je le dis franchement. À moins que lui prenne sa vie. Mais un mineur, non, déjà on l'emmène pas. C'est pas, il y a quelques petits jeux. Il ne nous est jamais rien arrivé. Non, c'est pas le Club Med. C'est pas les Kinenza, etc. Parce qu'il y a un côté aventure. Mais comme je disais, au départ, tu es inquiet, après tu n'es plus inquiet. Parce que la nature te rassure quand même. Elle ne vient pas t'agresser, la nature. Si tu es vigilant, si tu mets les pieds l'un devant l'autre, en allant à 3 à l'heure, ça va, je plaisante, mais non. Et il y a quand même une limite d'âge. Et puis il faut avoir un côté aventurier quand même aussi. C'est-à-dire que parce qu'il y a un camp de base avec chalet, avec moustiquaire et tout, qui est magnifique. Hein. Ah, ça c'est le top du top. Hein. Un peu l'américain, les Américains demandent un confort maxi en fait. Il y a même des ventilateurs, c'est bien. Mais après sur cette semaine, les séjours, on fait des 2 ou 3 jours aventure, ceux qui le souhaitent. Et quand je dis aventure, c'est aventure. C'est-à-dire qu'on va aller choper les caïmans et les anacondas. Oui, on les porte, les caïmans. Enfin, les caïmans nous est arrivé d'en attraper, oui, bien sûr.
Parce qu'un caïman, en fait, c'est pas facile, mais si tu lui mets une couverture sur la tête, il bouge plus, quoi. T'arrives pas derrière. En fait, le caïman, ce qu'il a de particulier, il a une pression de mâchoire. Oui, mais il m'a. Voilà. Je suis passionné de reptiles, voilà, j'en ai eu dans les mains. T'as vu quand tu mets la pression, il bouge pas de problème, ça, ouais. la tête. Enfin, la par contre, s'il te chope, il te chope. Oui. Ça, c'est sûr. Et j'ai des photos, moi, sur la Javaïque, je donne à manger tous les jours un caïman qui faisait 3 mètres. Et alors, comment je le reconnaissais, il était borgne. Et tous les jours, en fait, alors là aussi, petite anecdote, quand tu circules la nuit en Amazonie, il y a des poissons qui te sautent dans le bateau, avec la lumière qui saute dans le bateau. On a les bateaux des fois remplis de poissons, sans pêcher, juste en circulant. Et le matin, donc ce caïman, ils sont une douzaine. Et tous les matins, je lui donnais. Alors au départ, je lui mettais, je lui lançais, après j'ai mis une corde, et après j'avais un bâton, et c'est dommage, je n'ai pas la photo là, qui faisait, je lui posais le poisson dans la gueule. Alors la particularité ici, il ne se tourne jamais le caïman. Il fait comme ça. Alors tu peux l'observer. Donc tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, je faisais ça. On l'appelait Jojo. Des questions? Alors les tarifs, vous les aurez plus tard. Mais c'est, comme je dis, c'est un voyage d'exception. D'exception. Déjà, le voyage par lui-même, c'est un peu comme venir de Lourdes. C'est compliqué. C'est bon? Bon, j'espère que je vous ai un peu intéressé à voyager un petit peu, parce que les voyages forment la jeunesse. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un monsieur qui est déjà venu 5 fois à Mequinenza. Il n'est pas venu 1 fois, 2 fois, mais 5 fois. C'est quand même, ça vous a un peu passionné. Et l'Irlande, pareil. Et on était une quinzaine, entre 15 et 20. Ah d'accord, c'était carrément un groupe. Un groupe, ouais. Vous étiez à l'hôtel ou au camping? Non, on était au camp. Enfin, vous étiez dans des chalets, alors, dans des chalets, ouais. Chalet. Bon voilà, j'ai donné le maximum, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura donné l'idée de voyager. D'accord? Merci à toi. Merci pour votre écoute. Après, on va faire comme à la messe. Allez, bonne continuation. Puis on poursuit les débats autour d'un petit buffet qu'on va vous servir. Et finalement, 2 heures, c'est vite passé.